Mais ce qu'on a vécu ces années passées, c'est l'accélération du changement par la technologie. L'arrivée des premiers gros acteurs de l'Internet. On était là pour négocier les contrats avec Microsoft, Facebook. Mais Facebook, il y avait 30 personnes. On voyait arriver WhatsApp, la concurrence de petites sociétés qui, à un moment, tu sais pas d'où elles viennent, mais ça y est, elles t'ont pris tout ton marché. Et à force de regarder ces modèles, je me dis, mais moi aussi, en fait, je veux entreprendre. Et j'ai eu envie d'aventure. Et en fait, c'est quand j'ai l'idée de faire ça en 2014-2015, il n'y a pas grand-chose qui existe comme ça sur le marché. Se dire qu'on va inventer une nouvelle façon d'investir pour nos investisseurs. Et puis par la technologie, on va rendre tout ça le plus fluide possible puisque ça peut se faire à travers le mobile. C'est ce qui me fait plaisir au quotidien. J'ai la chance de rencontrer des gens incroyables au quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les expériences de vie, c'est les personnalités. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Frédéric. Alors tu es la CEO de OneDrackTime, une plateforme qui permet à des investisseurs privés d'avoir accès à un portfolio d'investissement dans lequel ils n'ont plus qu'à piocher. C'est à peu près ça ? Alors c'est ça, à la différence en fait que c'est au fur et à mesure que les projets arrivent qu'ils peuvent se positionner, où ils peuvent aussi investir dans le fonds qui fait tous les projets. Et on s'adresse à des investisseurs privés, institutionnels, donc on est assez large, et aussi des corporates. On va largement y revenir. Auparavant, tu es resté 13 ans chez Orange, à la direction, au placé. Tu as supervisé le rachat par Orange de Dailymotion. Ça aussi, on va y revenir. Tu vas nous raconter ton parcours que j'ai jugé en préparant l'épisode vraiment passionnant. Et ensemble, on va tenter de comprendre la combinaison qui t'a amené là où tu es. Peux-tu me parler de toi, Stéphanie ? J'ai un parcours assez classique, tu vois. J'ai commencé par naître dans une petite ville de province et mes parents étaient commerçants. La petite ville de province, c'est Châtellerault dans la Vienne. Et quand j'étais enfant, je rêvais de m'échapper, je rêvais de voyager, je rêvais d'être au bord de mer, je rêvais de vivre dans la montagne. J'ai eu très vite les frissons roches et à un moment, je pense que ça m'a imprimé pour me dire qu'il faudrait que j'habite à la montagne. Alors après, j'ai fait des études de management, prépa à Bordeaux, école de commerce. Et là, j'ai commencé à me rapprocher des montagnes puisque j'ai choisi Grenoble École de Management. Et ces années à Grenoble, ça m'a aussi donné le goût de l'innovation puisque c'était une école qui très tôt était positionnée sur tout ce qui était technologie et innovation et marketing international. Donc c'est un petit peu le creuset que j'ai eu. Et en fait, et j'insiste sur cette dualité parce que tout au long de ma vie jusqu'à maintenant, j'étais partagée entre le fait d'adorer ce que je faisais dans mes études, dans le travail, mais en même temps d'être passionnée de montagne, de nature, donc à me dire que l'endroit où j'allais vivre était pas forcément compatible avec une vie professionnelle classique. Et j'ai toujours eu cette dualité, donc ça fait partie de moi. Donc et c'est peut-être aussi ce qui me donne ma force aujourd'hui, parce que il y a le côté business, puis en même temps j'ai toujours des endroits où je me ressource, où j'aspire, où je regarde, où je prends des grands bols d'inspiration. Quand on s'est la première fois au téléphone, tu étais à Chamonix pendant le confinement,
Tu as une attache toujours? Tu as une maison, quelque chose? Alors, j'ai mon cœur à Chamonix. Ouais. Je suis à Chamonix. Moi, je dis Chamonix, mais voilà. je sais pas s'il faut dire. on dit plutôt Chamonix. Chamonix. Donc, je suis à Chamonix le plus souvent possible. Quand je suis pas à Paris, Barcelone en voyage, mais généralement mes week-ends, mes vacances, et puis le Covid, ça m'a donné aussi l'occasion d'y passer un maximum de temps. Donc, j'ai une vraie passion pour la montagne, pour le ski, pour les grands espaces. Mais alors, donc du coup, le vendredi soir, vous partez, les enfants, tout ça, à Chamonix? C'est accessible de Paris? Alors, c'est accessible de Paris. Je crois que je vais dire Chamonix, je suis désolé, mais tu me diras, tu dis quoi? Enfin, moi je suis de Marseille, tu dis quoi? Cassis ou Cassis? Je dis Cassis. Ah, voilà, oui, Tu vois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, en fait. Voilà. Non, et j'ai pu le faire très tôt, en fait, chez Orange, où j'ai un de mes patrons à l'époque qui avait compris bien avant que ça soit ce qu'on vit aujourd'hui, que le télétravail, en fait, ça permettait d'être efficace. Donc, j'ai très tôt, en fait, pris des longs week-ends et pu travailler à distance quelques jours dans le mois depuis Chamonix et d'autres endroits. Donc, j'étais, en fait, assez nomade très tôt. Quel genre d'enfance et d'enfant? Écoute, Châtellerault, c'était... alors, je sais pas si tu y es déjà allé. Non. Moi, quand je vais à Marseille... La Vienne, c'est la Vienne? C'est loin de Limoges? C'est pas très loin. C'est une petite ville industrielle au milieu de la campagne, loin de la mer, loin de la montagne. Donc j'ai un souvenir d'enfance où j'aspirais à m'évader et je lisais beaucoup et je m'évadais beaucoup avec des parents qui travaillaient beaucoup puisqu'ils étaient commerçants, ils vendaient des vêtements. Donc j'ai très vite vu cette vie entrepreneuriale sans en avoir envie parce que je voyais que c'était quand même dur, le quotidien est très très prenant et pas forcément très rémunérateur. Donc ça c'était ce qui m'a donné aussi envie d'étudier. Et ma maman m'a toujours dit ce que je peux faire de mieux pour toi, c'est de te donner une éducation. Et j'ai essayé d'étudier le plus possible et pour pouvoir être libre, parce que finalement c'est aussi toujours ce qui m'a guidée, c'est que je me suis toujours dit qu'il fallait que tout au long de ma vie je sois indépendante et que je puisse garder le choix à un moment ou à un autre de décider de retourner dans les montagnes ou de faire quelque chose de totalement différent ou de continuer la voie plus professionnelle, business, un peu classique. J'allais te poser la question de savoir si tu pensais déjà jeune ou avant les études à l'entreprise, mais je pense que tu as répondu en fait. Mais l'entreprise pour toi, c'était quand même à cette période-là pas une contrainte, mais c'était du temps passé, c'était dur quoi. Ouais, c'est ce que je voyais de mes parents et très clairement en faisant des études de commerce, en fait aujourd'hui tous les jeunes ont envie d'être entrepreneurs. Moi, je me rappelle quand j'ai fait Grenoble École de Management, il y avait peut-être 3 étudiants qui prenaient la voie entrepreneuriale, qui faisaient la majeure entrepreneur. On les regardait, on les disait mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas être entrepreneur, tu vas créer ton entreprise, mais c'est quoi? Alors que la voie royale à l'époque, c'était plutôt de rentrer dans un cabinet d'audit, une banque d'affaires, un cabinet de conseil, voire de rêver des grands groupes. Donc en fait, moi j'ai suivi cette voie un petit peu classiquement, et puis c'est vrai que tu es toujours inspiré par les gens que tu rencontres. J'ai pas eu la chance de rencontrer des entrepreneurs accomplis très tôt. Et j'ai eu ces rencontres un petit peu plus tard quand j'étais chez Orange, et là ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre moi-même. Et finalement, si j'avais rencontré ces entrepreneurs plus tôt, j'aurais peut-être entrepris beaucoup plus tôt parce que c'était au fond de moi. Donc tu fais des études de management et ensuite? Alors, je suis toujours éprise de voyage et à l'époque, j'ai pas tellement voyagé. J'aspire à voyager, mais j'ai pas tellement voyagé. Et je postule pour faire un MBA aux États-Unis à Georgetown University. Et c'est vrai que mes premières années étudiantes à Grenoble, globalement, j'ai beaucoup skié. J'ai pas eu des super notes la première année. Parce que c'était aussi l'époque qui voulait ça. Donc j'ai bien profité de la montagne, bien profité du ski, bien profité de la fête. Je retrouve avec un carnet scolaire moyen. Et je suis en stage aux Antilles pendant quelques mois à prospecter pour trouver des
des marchés export pour une eau minérale aux Antilles. Donc, tu vois, c'est pas du rhum, c'est de l'eau minérale, Capes Dolé. Et là, je pense que ma famille a très peur en se disant, elle va rester là-bas. Non, je vais faire un MBA aux États-Unis, vous inquiétez pas. Et puis je reçois une réponse de Georgetown University qui me dit, bah non, finalement, on vous prend pas parce que vous avez des notes disqualifiantes en première année en comptabilité. Donc on était en 3e année. Donc là, je me retrouve en septembre avec une année qui normalement devait se passer aux États-Unis, mais non, finalement, ça tombe à l'eau. Et j'ai besoin de travailler, donc je commence un travail à Paris dans un cabinet d'audit, Arthur Andersen, dans lequel j'avais fait un stage. Aussi, quand même, je pense un peu pour rassurer mon entourage familial qui trouvait que les Antilles c'était pas très, c'était quand même assez incertain. Hein, donc il voyait plutôt d'un bon œil que j'aille faire un démarrage de carrière beaucoup plus classique. Donc c'est comme ça que, par la force des choses, par le dépit, je me retrouve en audit chez Arthur Andersen. Donc t'imagines l'hiver, il fait froid, t'as passé 6 mois aux Antilles, c'était super beau et tu fais un choix de raison en te disant que c'est pas du tout raisonnable de démarrer une carrière aux Antilles et qu'il vaut mieux démarrer une carrière plus classique chez Arthur Andersen qui à l'époque était la référence. Et donc c'est comme ça que... Mais tu répondais à l'envie de tes parents, tu avais pas ce profil de j'ai une trajectoire et tu savais pas où tu allais à l'époque? Alors, j'avais envie de faire quelque chose, mais la réalité, c'est que trouver un boulot, c'était super dur. Je voulais faire du marketing international. Donc, moi, je me voyais passer ma vie à l'international et voyager. Donc, j'étais vraiment très tournée vers ça, hein, toujours cette soif de découverte. Et puis là, non, la raison fait que, voilà, t'as besoin de subvenir à tes besoins. Ma maman pouvait, elle l'avait déjà fait suffisamment longtemps. J'ai 22 ans, donc je prends l'entreprise qui m'avait fait une offre de travail. Donc je suis ravie de démarrer en audit chez Arthur Andersen. J'ai passé ces 2 années à comprendre que quand on faisait un tableau de chiffres, 1 + 1, ça devait faire 2. Ça marque, hein, ça t'apprend à être rigoureux pendant tes années de démarrage. Mais j'aspirais à autre chose. Et à l'époque, je faisais beaucoup de voile, et c'est comme ça que je me retrouve à un moment au culot. Je vais voir un des associés d'Arthur Andersen, et je lui dis voilà, j'ai vu que tu allais parrainer avec Arthur Andersen un défi qui se préparait pour la Coupe de l'Amérique. J'ai envie d'accompagner ce projet. Il me dit mais cherche quelqu'un de beaucoup plus âgé, expérimenté pour le faire. Je dis oui, mais moi j'ai envie. Donc et c'est comme ça que je me suis retrouvée à transitionner, on va dire, du monde de l'audit au monde du conseil et à faire quelques années de conseil chez Andersen. Et puis à un moment, je pars en break sabbatique faire de la voile. Donc je pars quelques mois à faire de la voile et là je reviens et c'est la pleine folie d'Internet. Moi je suis encore un peu trop dans le conseil en organisation et je vais voir mes associés, je leur dis bon voilà, maintenant c'est fini, je veux plus faire de mission d'organisation, je veux travailler sur Internet. Et là, on est en 2000, donc c'est le plein moment du boom Internet. Chez Andersen toujours, hein? Chez Andersen. Et c'est comme ça que, enfin, j'arrive à faire ce à quoi j'aspirais sans le savoir. Hein. Tu sais, c'est très difficile 1900, au début. C'est quoi 1900? C'est 2000. C'est la bulle des années 2000. Ouais. C'est le moment où on a tout. Dès que tu as un point com, tu fais x100 en valo, même si tu sais pas ce que tu fais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à toucher du doigt le monde de l'entrepreneuriat, des startups. Et puis, donc tu vois, il m'a fallu quelques années où en fait. J'étais partagée entre ce que j'avais envie de faire, ce que je devais faire, ce que je pouvais faire aussi, parce que là encore, hein, trouver un job au début quand t'es jeune débutant, c'est pas forcément très évident, surtout dans des années où il y a des situations économiques qui sont moins favorables que d'autres. Et je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie à partir de ce moment-là. Et ça a pris encore quelques années à vraiment maturer, mais c'était là où je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir concilier ce à quoi j'aspire. Mais en fait, je me suis finalement toujours un petit peu laissée porter par les événements au début. Toi, j'ai pas été très proactive pour orienter. Finalement, j'en sors bien quelques années après. J'ai pas vu dans ton profil, tu le vois, hein, j'ai travaillé sur ton profil. J'ai pas vu ce sport omniprésent qui t'a vraiment depuis le début en fait, hein, j'ai l'impression. Même aujourd'hui, tu vois, ouais. Toujours, mais je suis une hédoniste du sport. Donc en fait, je le fais pour le plaisir. Je le fais pour la contemplation, tu vois. J'adore être en montagne, j'adore faire du ski, j'adore
faire du VTT, j'adore être sur mon paddle en Bretagne, j'adore faire de la voile, mais j'en fais un peu moins maintenant. Mais toujours dans un objectif de contemplation, donc jamais dans un objectif vraiment de compétition. Ou de sueur. Ou de souffrance. Souffrance pour, légère. Ouais. Ouais, parce que quand tu fais du ski de rando, quand tu fais de la montagne, t'as toujours un peu, un moment, l'effort, mais moi je suis plutôt hédoniste. D'accord. Ok, donc l'Internet est devant toi, il faut que tu ailles bosser dedans. Exactement, c'est ça. Ouais. Et là, il se trouve que un hasard incroyable, je me retrouve à animer un séminaire pour une équipe de Wanadoo, un peu par hasard, parce qu'un de mes associés m'a demandé, tiens, je cherche quelqu'un, mais il faut avoir un parcours faut comprendre la compta, c'est pour une direction financière. Je lui dis, ouais, t'inquiète, moi j'ai fait ça au début, je vais pouvoir m'en sortir. Et je me retrouve à animer un séminaire, et puis finalement, l'équipe pour laquelle j'animais un séminaire de 2 jours me dit, écoute, on a adoré bosser avec toi, et tu viendrais pas bosser chez nous, chez Wanadoo. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez Wanadoo sans trop me poser la question. Là aussi, un moment de choix, puisque je devais partir, cette fois-ci à San Francisco avec Arthur Andersen. J'avais négocié mon départ là-bas. Et là, gros dilemme, on m'offre un super poste chez Wanadoo. Et je suis encore mais les États-Unis, quand est-ce qu'enfin je vais y aller? Après Washington, après San Francisco. Donc, tu vois, ce sera peut-être quelque chose qu'il faudra que je fasse à un moment. C'est enfin aller vivre aux États-Unis. Mais c'est pas pour tout de suite, mais... Surtout que tu commences à voir l'Internet qui progresse, mais l'Internet, il vient presque de là-bas. Il est encore là-bas, quoi. Complètement, mais toi, Donc, aller à San Francisco, c'est te rapprocher... à l'époque, c'était pas des GAFAM, mais... mais à l'époque, c'était une opportunité d'aimante. J'avais un job qui m'attendait chez Andersen à San Francisco, à qui j'ai dit non pour finalement prendre un job chez France Télécom Wanadoo. À l'époque, c'était France Télécom. Mais dans une super équipe qui était la direction financière groupe de Wanadoo. Et j'avais à l'époque, j'étais encore complètement attirée par l'international, mais j'en avais jamais fait. Et je me retrouve à avoir ce choix cornélien de les États-Unis ou la France avec France Télécom et Wanadoo. Et dans la discussion pour rentrer chez Wanadoo, mon patron de l'époque me propose d'aller passer du temps en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas pour faire des missions pour Wanadoo. Donc je me dis, finalement, ça va être le bon moyen de commencer. Et c'est comme ça que je démarre ma carrière chez Wanadoo, puis Orange. Une longue stabilité parce que pendant des années, j'ai eu la chance de travailler avec des équipes superbes sur des gros projets très internationaux, très novateurs. Donc les années ont passé vite et j'ai toujours adoré. Ces années Orange, elles étaient au plein moment du boom des télécoms, de l'internet. Et puis c'est là aussi où j'ai commencé du coup à rencontrer de plus en plus des entrepreneurs. À travailler avec les gros acteurs de l'internet, à mettre en place des solutions, des produits innovants avec des startups. Donc à découvrir ce que c'était le monde du venture capitalisme. Et puis au bout de quelques années, la conviction qu'il fallait que je bouge pour créer mon entreprise s'est fait très forte. Je me suis dit là, maintenant c'est le moment ou jamais. Il faut que je crée. Pour moi, Wanadoo, je me trompe peut-être au tout début. C'était uniquement une division grand public. Parce que Orange, on sait ce que c'est aujourd'hui, Orange Business, tout ce que tu veux, quoi. Mais Wanadoo, c'était uniquement à l'époque le CD que tu allais trouver, je sais pas, dans un magazine, dans le cellophane où il fallait se connecter. T'avais 3 heures. Il y avait déjà une version pro. T'avais un grand patron formidable, ouais. Nicolas Dufourc, qui était patron de Wanadoo, qui était notre grand patron. Et qui avait la vision d'un Internet où il y avait des activités, il y avait des sociétés, et qui avait lancé un grand plan d'acquisition avec des acquisitions à la page, site d'e-commerce. Tu avais Mappy, la localisation, Marco Polo, Topacha, Cityvox. Voilà, Cityvox. Donc tout un tas de sociétés qui en fait faisaient complètement du sens et dans lequel Nicolas et toute l'équipe de Wanadoo avaient été visionnaires en se disant l'internet, il faut le contenu et le contenant. Et en fait, il faut faire un groupe intégré. Donc, c'était déjà une activité très riche, très internationale, très novatrice. Alors, bien sûr, les sociétés, elles étaient beaucoup moins matures que celles qu'on avait aujourd'hui. Je pense qu'on avait anticipé
trop tôt l'arrivée de la technologie qui fait que aujourd'hui on a ce que on avait déjà commencé à acheter en termes de société en 2005. Non, c'était une histoire et tous ceux qui ont vécu cette histoire Wanadoo, elle était formidable. Mais toi, quand tu es rentré, Wanadoo, c'était quoi? C'était uniquement un fournisseur d'accès? Alors, c'était un fournisseur d'accès, c'était à la page, c'était Eresmas, une acquisition que j'ai pilotée en Espagne. C'était le démarrage de l'internet mobile. Non, c'était le WAP ou GPRS, non? Alors le WAP, le GPRS, c'était l'arrivée de la 4G avec les usages qu'il fallait faire, c'était l'arrivée de la photo, de l'image, la 3G. 3G, 4G, oui, Ouais. puis la 3G et puis la 4G assez vite. Mais dans les laboratoires, on parlait déjà de la 4G en 2002-2003. On avait à peine lancé la 3G que les équipes de R&D travaillaient sur la 4G. Hein. Donc tu as toujours 10 ans d'avance sur un réseau quand tu es chez un opérateur. Oui. Et c'était quoi ton poste? Alors mon poste, en fait, c'était il a dû évoluer, j'imagine. Alors, il a pas mal évolué, mais ça a été de piloter des acquisitions en Espagne, aux Pays-Bas et des rapprochements entre Orange et Wanadoo. Donc toujours un petit volet organisationnel. Puis après, j'ai voulu passer côté marketing, donc de lancer les premiers services internet mobiles. Puis on a créé une division dédiée au digital et toutes les initiatives de diversification pour Orange, dans lequel j'avais le rôle marketing business développement. Puis j'ai pris la responsabilité de cette division. Toute l'équipe Wanadoo, on les retrouve maintenant à la BPI. T'as Paul-François Fournier avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, qui est le patron de l'innovation à la BPI. T'as Nicolas Dufour, t'as toute cette génération de patrons qui ont fait l'internet en France, qui sont partis aujourd'hui dans des entreprises plus publiques, ou sont même devenus entrepreneurs. Il y en a quelques-uns aussi. Et c'est vrai que ces années, elles ont été marquées par l'arrivée des premiers gros acteurs de l'internet. On était là pour négocier les contrats avec Microsoft, Facebook. Mais Facebook, il y avait 30 personnes. On voyait arriver WhatsApp. Et en fait, les opérateurs ont connu très vite la concurrence des gros acteurs de l'internet, la concurrence de petites sociétés qui, à un moment, tu sais pas d'où elles viennent, mais ça y est, elles t'ont pris tout ton marché. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je commençais à travailler avec des entrepreneurs. J'étais beaucoup en Israël, beaucoup aux États-Unis. Et à force de regarder ces modèles, à force d'être au board avec des venture capitalistes, à un moment, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je veux entreprendre. Enfin, c'est sympa d'être chez un corpo. C'est super. Ok, c'est facile. C'est RATP, hein, comme je dis souvent. Reste assis, t'es payé. Quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Et j'ai eu envie d'aventure. Et en fait, j'ai envie de créer moi-même. Et c'est comme ça que, à un moment, je regardais Benoît Grossman et Philippe Colombel, avec qui j'étais tous les mois au board de Dailymotion. Je regardais les gestionnaires de Dailymotion, puisqu'à l'époque, les fondateurs étaient plus aux manettes. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux entreprendre. Donc, qu'est-ce que je fais pour entreprendre et comment j'y arrive? On va arriver sur ton entreprise à toi. Mais juste avant, je voudrais comprendre, c'est quoi cette volonté? Donc 2000, on est effectivement en pleine bulle Internet, même un peu avant. Pour moi, je pensais qu'à l'époque, avant 2000 ou même en 2000, c'était Wanadoo, j'insiste, c'était l'accès en fait. Et pourquoi cette volonté de faire des acquisitions, d'aller partout en fait? Parce qu'on sent que, alors sans jeu de mots, la toile, il faut vraiment tisser une toile pour pouvoir être un acteur important. Parce que les Facebook, tu dis 30 personnes, mais Facebook, c'était 30 personnes sur un réseau social. Mais là, tu as l'impression que Wanadoo, plus tard Orange, veut faire une sorte de toile. Il y a un groupe qui l'a très très bien fait, ça, dès les années 95, il s'appelle SoftBank. Ouais. La différence avec Orange, c'est que SoftBank, il n'a pas arrêté de le faire. Et que Orange, comme beaucoup d'opérateurs, a démarré dans les années 2000 à faire des acquisitions. D'ailleurs, l'acquisition d'Orange par France Télécom, c'est un coup de génie. Orange, c'est un opérateur créé en Angleterre avec une marque visionnaire qui s'appelle Orange, créée par une équipe visionnaire en Snook. Et France Télécom, sous l'égide de Michel Bon, décide de faire cette acquisition qui a transformé le groupe Orange. Et en fait, quand tu regardes les opérateurs dans les années 2000, tu te dis,
il y en a très très peu qui ont réussi à faire ce qu'a fait SoftBank. Il y a peut-être Telmex, il y a peut-être des opérateurs qui sont devenus des sociétés incontournables sur le long terme. Et dans les années 2000-2005, je pense que Didier Lombard et avant Michel Bon ont cette vision que il y a des autoroutes sur lesquelles les opérateurs prennent des péages, mais que plus les autoroutes sont fréquentées, moins ils prennent de valeur, et qu'à un moment ou à un autre, s'ils veulent continuer à se développer, il faut qu'ils deviennent aussi ceux qui créent ces services à valeur ajoutée. Et ça se fait par des développements internes, mais aussi par des acquisitions. Je pense que, et d'ailleurs c'est quelque chose que je retiens moi de toutes ces années d'activité, c'est qu'en fait les meilleurs stratèges sont souvent les plus persistants. C'est ceux qui sont capables d'avoir une idée au début et de l'amener jusqu'au bout, de pas trop en dévier, et puis de tracer. SoftBank 95 commence à faire des prises de participation. Aujourd'hui, SoftBank, on parle plus du tout de l'activité d'opérateur au Japon. On parle de SoftBank, le plus grand fonds d'investissement et détenteur d'actifs Internet dans le monde. Voilà. Mais ils ont été consistants. Un coup de milliard en plus, vraiment un coup de milliard. Et ils ont été consistants à continuellement faire ça et à faire ces prises de participation. Et je pense qu'à l'époque, un Orange, comme plein d'autres opérateurs, ils ont regardé ce qui se faisait à l'international par des AT&T et autres. Ils se sont dit, on va faire pareil, on va faire des prises de participation, on va faire des acquisitions de sociétés de services. Parce que le fait d'être l'opérateur historique, France Télécom, c'est pas suffisant en fait. Ça donne une légitimité, ça donne des abonnés, ça donne mais c'est pas suffisant quoi. Mais ce qu'on a vécu ces années passées, c'est l'accélération du changement par la technologie. Toi, je te disais au début, on avait toujours un coup d'avance avec la R&D chez les opérateurs de 10 ans. Mais au départ, quand tu pensais à un nouveau réseau, tu savais pas ce que tu allais mettre comme service dessus. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que ça y est, on est à pleine capacité de la 4G. Quand la 4G a été lancée, on s'est tous dit, mais on va jamais trouver les services qui vont consommer toute la bande passante qu'on peut avoir maintenant avec la 4G. Et donc, tu as toujours un besoin, un temps d'anticipation, mais sauf qu'avec l'accélération des technologies, ça va tellement plus vite que même les entreprises, elles ont un rythme où elles doivent aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'innovation, elle se fait dans des startups, parce qu'elles sont tellement plus agiles et rapides que des grands groupes. Et c'est vrai que moi, quand j'étais chez Orange, à un moment, je me disais, mais on a une vision on a une super bonne stratégie, mais on n'arrive pas à exécuter vite. Parce qu'il y avait la latence inhérente à un grand groupe. Et c'est ce que j'ai eu envie de découvrir en créant ma propre entreprise, en me disant, là, je vais avoir la capacité à imposer le rythme que je veux. Donc finalement, ton job, jusqu'à ce que tu quittes, c'était quoi ? Donc tu pilotais des acquisitions essentiellement ? Alors j'étais patron d'une business unit dédiée aux activités digitales. Ça, c'était mon dernier poste, dans lequel il y avait à peu près 250 collaborateurs, 1000 avec les filiales, donc un très gros PNL à l'échelle d'Orange, des filiales, donc des responsabilités de direction générale pour plusieurs pôles d'activité. Il y avait aussi des prises de participation et des acquisitions comme Dailymotion. Il y avait l'opération de plateformes de services, les portails, services de mail pour le groupe, des partenariats avec de gros acteurs de l'Internet. Donc en fait, à l'échelle d'Orange, c'était tout petit. Mais en matière d'expérience digitale, véritablement, c'était assez riche. Et parce que un PNL de 250 millions, avant de trouver une entreprise tech qui fait 250 millions, tu attends un petit peu de temps. Hein. Et là, c'était un vrai PNL avec une vraie responsabilité dessus. Donc ça a été très formateur. Et puis à un moment, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être de l'autre côté. J'ai envie d'être celle qui crée. Une seconde encore, on va y arriver. Juste, je voudrais qu'on fasse un focus sur Dailymotion parce que à l'époque, j'ai bien suivi l'histoire. Et donc, si tu veux, donc on va le rappeler, sauf erreur, 2011, Orange rachète Dailymotion, qui, pour l'époque, c'était l'alternative à YouTube, plus ou moins. Oui, alors quand on a fait l'acquisition, c'était la pépite française en tout cas. Oui, c'était une très jolie pépite française. C'était
quand on a fait l'acquisition de Dailymotion, la vision qu'on avait, c'était que on pouvait refaire sur la vidéo ce qui avait été fait sur la musique avec Deezer. Donc Deezer, service de musique. Du jour au lendemain, on fait une offre de service mobile intégrant l'option Deezer. Ça y est, Deezer passe de 2500 abonnés à 2,5 millions payants et on a en plus une capacité à offrir des services qui retiennent les abonnés Orange, parce que une fois que tu as pris et que tu as fait toutes tes playlists sur Deezer, tu vas pas changer d'opérateur, surtout si tu l'as dans ton abonnement. Donc c'était ça la réflexion qu'on avait sur Deezer, et on se dit sur Dailymotion, il y a la capacité à faire la même chose, cette fois-ci sur les services vidéo. Et ça tombe bien, il y a un acteur aux États-Unis, il s'appelle Netflix, et il commence à prendre de plus en plus de place et devenir finalement le nouvel opérateur de télé, de services de contenu aux États-Unis. Donc à nous d'anticiper ça. Et puis si on pouvait trouver un acteur, et peut-être que c'est Dailymotion, qui nous permet de faire une offre de VOD, de TV à la demande, eh bien ça serait super, et on pourrait proposer ça aux abonnés d'Orange. Donc ça, c'était la logique derrière la prise de participation et le rachat de Dailymotion. Et puis après, on s'est heurté un peu à l'inertie interne qui fait que je crois qu'à l'époque, le management n'était pas forcément acculturé à ce que ça veut dire. L'inertie d'Orange ou l'inertie d'Orange. D'accord, ok. Bien sûr. Parce que Dailymotion, c'était quoi, une start-up Alors c'était une grosse start-up qui faisait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était déjà gros. C'était une très jolie start-up qui avait été bien financée pour l'époque par Partech et Idinvest. Mais bien sûr, pour être dans la course des contenus au niveau international, il fallait doper le financement. D'où l'arrivée d'Orange, sauf que à l'époque on avait, je pense que le management qui avait la responsabilité au-dessus de moi du projet, j'avais un boss qui était visionnaire, et puis il a été remplacé par un boss qui l'était moins, et qui n'avait pas, et là je suis pas très politiquement correct, qui n'avait pas compris que quand on faisait une prise de participation dans une start-up, il fallait lui donner les moyens de se développer. Et c'était pas simplement attendre que maintenant, ça y est, ça redonne les fruits, qu'il y avait encore beaucoup d'investissements à faire. Et donc, à un moment, quand on a vu qu'on n'arrivait pas à motiver en interne, et c'était avec le patron du M&A d'Orange, la dotation d'un budget très conséquent pour faire l'offre de SVOD qu'on avait en tête au moment de l'acquisition, on s'est dit là on va fracasser la société si on fait rien, donc il faut qu'on aille trouver un autre partenaire qui fera que s'il est attiré par Dailymotion, montrera que l'actif a vraiment de la valeur, et ça redonnera l'actif en interne. C'est souvent ce qui se passe dans les grands groupes quand tu fais des acquisitions, c'est quand tu es en externe, c'est magnifique, et puis quand on fait l'acquisition en interne, on se heurte à des problématiques d'organisation, parce que les collaborateurs historiques comprennent pas forcément que une nouvelle équipe, souvent mieux payée qu'eux parce que incentivée selon des règles entrepreneuriales, arrivent et prennent une partie des activités. Donc c'est des mécaniques en fait. Quand on fait une acquisition dans un grand groupe, il faut avoir la capacité aussi à intégrer ce qui va se passer derrière au niveau managérial humain sur l'acquisition. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'acquisitions par les grands groupes qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, parce que c'est un choc de culture. Et donc c'est là, cette époque, qu'on se dit, si on fait pas quelque chose pour redonner l'attraction externalisée de Dailymotion, on risque d'avoir à un moment le management de Dailymotion qui se lasse et qui parte, et on perdra l'actif. Et c'est comme ça qu'on a lancé la recherche d'un partenaire pour co-investir à nos côtés et aider à développer Dailymotion, notamment aux États-Unis. Yahoo ? Alors Yahoo fait partie des prétendants. D'accord. Que je rappelle donc, ce que je veux comprendre, tu me parlais de Deezer tout à l'heure. Bon, Deezer, c'est une offre qui était payante de toute façon, vous l'avez intégrée. Elle était gratuite. Elle commençait à être payante et on l'a intégrée, oui. D'accord. Mais Dailymotion, c'était gratuit. Oui. Donc vous vouliez aller sur le terrain, non pas de YouTube finalement, mais de Netflix. Exactement. Tout en gardant les services de contenu, de vidéo, en mode freemium. Et à l'époque, il y avait de la SVOD chez Orange ? Un petit peu. Mais pas, oui. Mais il y avait une équipe qui pensait qu'il y avait de la SVOD, mais il n'y avait pas une interface, il n'y avait pas une expérience utilisateur qui était au niveau de celle qu'on a eue ensuite avec Netflix ou Apple TV. En 2013, qu'est-ce qui se passe alors ? En 2013, on lance cette mission avec et c'était Jean-Marie Messier, le banquier d'affaires. Et là, on a l'intérêt très fort de Yahoo qui veut rentrer au capital. Donc Yahoo perd de la vitesse par rapport à Google, alors qu'il y a des années, c'était devant.
c'est ça? Oui, mais il y a un nouveau management. Il y a Marissa Meyer. Il y a une histoire à l'époque sur Yahoo qui est plutôt sexy. Hein. Oui. Donc, Marissa Meyer, elle venait d'arriver. Il y avait des board members super bons, une super bonne équipe. Donc, en 2011-12, les jeux sont pas encore faits sur Yahoo. Hein. Donc vous vous dites, si Yahoo reprend 75% du capital, ils vont le développer aux États-Unis, ce qu'il faudra faire. Et nous, on garde 25% et on peut exploser la boîte, quoi. C'était l'option, ouais. Et avec une offre qui était très attractive de la part de Yahoo. Et voilà, on a le ministre du numérique de l'époque, hein, c'était, en l'occurrence, du redressement collectif, hein, je crois que c'était ça, productif, excuse-moi, du redressement productif. Moscovici Non, c'était Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, oui. De toute façon, c'était les deux qui ont été... Exactement, c'était Arnaud Montebourg qui... On se met très bien, très bien. Se fend d'un message dans la presse pour expliquer que la fusion entre Yahoo et Dailymotion ne peut être qu'une fusion d'ego, donc à égalité. Et in fine, il provoque la rupture du deal avec une réunion un peu étonnante qui se passe avec le numéro 2 de Dailymotion. Le numéro 2 de Yahoo et puis les équipes de Dailymotion et pour finalement avoir je dirais on parlait pas encore à l'époque de contrôle des investissements étrangers. Mais c'était ça, en fait. Mais c'était ça. Et sur, a priori, une thématique qui n'était pas la bonne, puisqu'il n'y avait rien de stratégique sur Dailymotion à l'époque. C'était un média, certes, mais c'était pas un média stratégique. Alors qu'aujourd'hui, ça t'arrive sur une société dans le domaine de la cybersécurité ou de savoir-faire rare. C'est quelque chose que tu peux entendre. Mais là, en l'occurrence, le deal s'arrête. Je crois que même, j'ai lu Stéphane Richard, donc l'ancien patron d'Orange, tente d'aller rencontrer Marissa Meyer. Ça se fait pas, en fait. Ça se fait même pas, quoi. Il y a une fin de non-recevoir après. Il y a même, on a même évité de justesse la plainte du board de Yahoo qui voulait porter plainte pour diffamation parce que je crois que dans la discussion, il y avait eu un mot malheureux d'Arnaud Montebourg sur la fragilité de Yahoo qui n'avait pas du tout plu aux administrateurs de Yahoo. Voilà, donc ça monte très fort, mais je pense que ça fait prendre aussi conscience que et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Choose France, qu'en fait, si on veut pouvoir devenir une terre de start-up, une terre de développement numérique, il faut qu'on soit attractif à l'international et que le rachat de société ou l'attraction que des fonds internationaux peuvent avoir pour nos sociétés, c'est un signe de succès. Donc, et je crois que l'affaire Dailymotion, puisqu'à l'époque c'était l'affaire Dailymotion, a fait énormément de bien à la prise de conscience de la capacité qu'on avait en France de créer des vraies entreprises qui vont créer de la valeur, qui vont créer des emplois, qui vont créer une suprématie numérique à un moment, et qu'on pouvait, on pouvait en faire un objet politique. Et je pense que ça a été fait admirablement ces dernières années. J'allais te poser la question de savoir si c'était une ingérence de l'État. Oui, c'est une ingérence de l'État, clairement. Maintenant, ce que tu me dis, c'est que si on veut aujourd'hui se développer à l'international, pouvoir s'installer aux États-Unis avec des boîtes françaises comme Canton Square ou ce que tu veux, qui peuvent développer, des boîtes françaises qui peuvent développer un marché là-bas, il faut accepter aussi qu'elles viennent chez nous, qu'elles nous rachètent éventuellement, comme nous on peut racheter là-bas. Il faut qu'il y ait un moment une sorte de pacte mutuel, si c'est pas stratégique. Parce qu'effectivement, tu as raison, Dailymotion, c'est pas la cybersécurité, quoi. Alors, et même la cybersécurité, je pense qu'on a l'exemple israélien où il y a plein de sociétés israéliennes qui, in fine, vont au Nasdaq, sont des capitaux américains. De toute façon, on ne sait jamais véritablement qui est derrière. Hein. Donc, quand on veut réussir dans la tech, on est sur un jeu international, donc il faut en accepter les règles du jeu. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est déjà la première clé de succès pour des entrepreneurs de réussir à l'international, c'est souvent d'aller eux-mêmes s'installer à l'international. Hein. Tu citais Canton Square, mais Jonathan Cherki est parti très tôt à New York. Les fondateurs de Gélis Mac, qu'on a la chance d'accompagner depuis le tout début, dès 2017, ils étaient à New York. Donc c'est avant tout, c'est un état d'esprit. Et puis après, une fois qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie, on attire des capitaux et puis on peut commencer à avoir des partenaires qui vont compléter ce que tu peux faire en interne.
2013, donc j'ai l'impression de faire un tour archéologique. Tu sais, les années passent et là je me dis oh là là, 2013, mais c'est encore très loin. T'inquiète pas, il reste 2 questions. Tu vois, après on est sur One Rack Time. Non, mais ça me paraît loin, toi. Alors, si tu veux, on va terminer sur ça. Tu sais, depuis, j'ai l'impression que 15 vies sont écoulées. De toute façon, je vais te dire déjà, moi, avant le Covid, tu as l'impression déjà que c'est 15 vies d'avant. Alors, je ne parle pas pour la liberté, parce que tout ce qu'on entend, etc. Mais au niveau du business, on n'a pas retrouvé le volume d'affaires qu'on avait avant le Covid. Tu as l'impression que c'était il y a si longtemps, quoi. Ouais. On va terminer sur ça. Je voudrais juste que tu m'expliques pourquoi tu es parti. Après, on va le voir. Avec du recul, qu'est-ce que tu as appris chez Orange? Est-ce que et comment tu as côtoyé cet écosystème startup depuis Orange, puisque ça t'a donné envie de monter une boîte et de monter une boîte dans ce domaine. Donc on va juste finaliser la fin d'Orange. Donc cette affaire Dailymotion, comme tu dis, passe. Et ensuite, tu vas quitter donc en 2014. Mais juste avant ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le tour? Tu penses que tu as fait le tour ou... Alors, j'ai pas fait le tour, mais j'ai plus envie. Donc ça, c'est. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est certainement le nombre d'années. Donc, tu dis, oh là là, mais 13 ans, ça a passé super vite. J'ai adoré. Mais c'est quoi la suite? Bon, la suite, c'est d'aller au Comex. C'est d'aller au Comex dans une autre entreprise. En fait, je voyais ça comme très contraignant. Moi, déjà, depuis quelques années, j'étais entre Chamonix, Paris et l'international. Donc, j'avais envie d'avoir une activité qui me permette d'avoir une certaine flexibilité et qui n'était pas forcément compatible avec le rythme et l'agenda que tu as imposé à toi quand tu es dans un grand groupe à des fonctions de direction. Où là, t'as tout un tas de réunions dans la journée. En fait, t'es en représentation quelque part, hein, ou t'es en animation d'équipe. Donc, j'avais ce côté où la contrainte de la carrière dans un grand groupe ne m'attirait plus, plus des rôles modèles que je commençais à avoir d'entrepreneurs parce que j'allais beaucoup en Israël. C'était un moment où on avait pas mal de projets entre Orange et puis des sociétés israéliennes, donc j'ai eu la chance de découvrir Israël. Là, c'était un choc pour moi. Je me suis dit mais c'est fantastique, c'est qu'en fait on peut entreprendre depuis Israël, qui est un tout petit pays, et devenir un acteur international. Mais pourquoi on n'a pas la Startup Nation en France? Et d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer à ça depuis la France? C'était pas encore, c'était pourtant l'époque de Fleur Pellerin et tout ça. C'était le début. C'était l'époque des pigeons. Et Fleur a eu une impulsion remarquable. Ah oui. Je pense que Fleur a été une de nos meilleures munistes du numérique. Elle a œuvré à la mise en place de la BPI. Elle a été, a priori, une des personnes clés pour mettre ce projet en place. C'était le moment des pigeons aussi, où on a pris conscience que être entrepreneur. Marc Ménassé qui l'avait plus. T'as Marc Ménassé, t'as Jean-David Chambouredon, t'as Olivier Mathieu. Donc ils ont eu le courage de dire mais attention, là il faut faire quelque chose pour que on ait envie de créer en France et puis que les entrepreneurs reviennent créer en France aussi. Donc c'était toute cette époque où il y a eu cette prise de conscience. On s'est dit, moi, je me le suis surtout dit au niveau personnel. Je me suis dit, mais c'est le moment de créer, c'est le moment de prendre du risque. Tu vas, dans 10 ans, ta carrière, tu seras peut-être dans un placard, dans un grand groupe. T'es locataire de ton job. Est-ce que tu as encore envie d'être locataire pendant plusieurs années, ou est-ce que tu as envie d'être propriétaire de ton job? Je me suis vraiment fait cette réflexion. Hein. Et je voyais ces parcours entrepreneuriaux en Israël, je voyais ces semaines que je passais aux États-Unis et je trouvais ça fascinant. Donc je me suis dit moi aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Pourtant, c'est le début, c'est-à-dire qu'on sort de la crise de la bulle Internet, on rentre dans la crise de 2008. Tu parlais de Fleur Pellerin, etc., qui a lancé plus ou moins l'équivalent de la Startup Nation. Mais quand tu es chez Orange, un salaire qui tombe, comment tu dis, RATP, c'est ça? RATP. Voilà, reste assis, t'es payé. Voilà, je vais le retenir. Quand il y a le salaire qui tombe, j'imagine un bon salaire, des avantages, tu dois rencontrer la terre entière, je veux dire des CEO de tous les côtés, etc. C'est remise à zéro, quoi. R à Z pour pouvoir, tu vas quitter pour prendre un gros risque.
là, j'ai un déclic. On est en 2013. Je vois ces échanges sur Dailymotion. Je vais beaucoup aux États-Unis, je vais beaucoup à San Francisco. Puis à un moment, j'interviens pour la première journée de la femme digitale, une conférence qui est créée par Delphine Rémy-Boutang et Catherine Barba. Et j'entends Catherine Barba au micro de David Abiker. Il fait un petit micro-trottoir. Il lui dit Catherine, quelle est la dernière chose que ton boss t'a dit? Et là, Catherine le regarde et lui dit mais moi, j'ai pas de boss. Ça fait des années que j'ai pas eu un boss. Et là, je me dis mais oui, mais moi aussi, j'ai plus envie d'avoir un boss. J'ai plus envie d'avoir de contraintes. J'ai envie d'être ma propre boss. Et ça a été le déclic. J'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est possible, en fait. Et alors, ça peut te paraître paradoxal, mais à l'époque, j'avais vraiment envie de liberté. Et c'est vrai que quand tu rentres dans un grand groupe à très haut niveau, tu vas avoir des moments où il faut être politique. Et moi, je pense qu'en fait, j'ai jamais été politique parce que je suis moi-même en entreprise. Donc, quand quelque chose me plaît, je le dis. Quand je suis moins à l'aise, je le dis aussi. Et ça plaît pas toujours à tout le monde, mais je suis comme ça. Et donc, à un moment, ça a été pour moi une source d'inconfort. Je me sentais pas libre. Donc, j'ai décidé de devenir libre en devenant entrepreneur. Tu vois, c'était vraiment le déclic. Quand tu fais ton condensé, ton résumé d'Orange, qu'est-ce que tu as appris là-bas qui t'a servi, hein? Alors, c'était déjà, j'ai adoré ce qu'on faisait. L'innovation, les produits technologiques. Moi, je suis très geek. J'adore quand il y a un nouveau terminal qui sort, un nouvel iPhone. Enfin, j'adore l'innovation. Donc, je me suis sentie très à l'aise avec ce qu'on y faisait. J'ai rencontré des gens formidables. Et chez Orange, tu vois, j'ai cité Paul-François Fournier, Nicolas Dufour, Xavier Couture, mais j'ai eu des patrons à l'époque incroyables qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. C'était aussi des moments où, en fait, chez Orange, j'ai souvent démarré de la page blanche puisqu'on a souvent été à l'origine de nouvelles activités. Donc on y disait, bah tiens, voilà, il y a une opération en Espagne, on rachète une société, vas-y, tu t'occupes du rapprochement. Donc c'était ce côté de, on l'a pas fait, on sait pas faire. Mais on va y arriver parce qu'on a envie de le faire. Donc ça m'a appris aussi cette capacité à faire des choses qu'on pense impossibles ou sur lesquelles on n'a pas appris. Ça m'a appris aussi une forme très forte de management puisque il y avait des valeurs très fortes. Il y a toujours, je pense, des valeurs très fortes chez Orange. Même s'il y a eu des moments, des époques plus ou moins faciles, hein, mais moi j'avais la chance d'être dans des équipes où on était très très bien managé avec des patrons assez visionnaires et très humains. Donc ça m'a appris aussi, ça m'a donné ce goût aussi de la capacité à développer des équipes, à les former, à se développer soi-même. Et dans un environnement enfin très international, puisque toutes mes années chez Orange ont été sous une véritable développement international, beaucoup de voyages. Donc voilà, en fait, j'étais super bien, mais c'était pas ma boîte. Donc je pense que c'était mariée à l'époque. Pardon ? Tu étais mariée à l'époque? Oui, toujours. Mais c'était pas mon. Voilà. Alors j'avais pas forcément une latitude pour aller bosser très loin aux États-Unis, mais je pouvais faire pas mal de voyages. Mais ça m'a vraiment donné envie de ça. Donc j'ai eu des années super heureuses. Après, quand tu es dans un grand groupe, en fait, tu peux vite t'endormir. Parce que c'est très difficile de voir quelle est ta contribution directe. Toi, tu as un rythme qui est pas forcément le rythme de l'organisation. Donc à un moment, je me suis fait peur. Je me suis dit, mais t'imagines, si tu restes chez Orange comme ça, c'est super, c'est confortable, tu vas continuer à te développer. Après-demain, peut-être qu'on t'enverra en Afrique, et puis tu pourras aller en Afrique. Peut-être qu'il y aura une acquisition, je sais pas, aux États-Unis. Et tu vas continuer à vivre ta carrière dans un cadre super bien, très confortable pour ta vie privée parce qu'in fine, tu as du temps. Mais c'était pas très stimulant. Voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? 3 options. Je crée ma société. Et quoi faire ? Je continue comme Chief Digital Officer dans un grand groupe français ou international et je continue une vie d'exec international de haut niveau, de haut vol. Ou je rejoins une société en fort développement pour prendre un poste de direction dans cette société.
Et puis, en gardant le choix des possibles, je me suis dit non, en fait, j'ai envie de créer. 2014, donc création de One Ragtime. Alors, MBA One Ragtime. Parce qu'en fait, j'ai quitté Orange en 2014, mais comme j'ai quitté dans des conditions plutôt très confortables avec l'accompagnement qu'on fait pour les personnes qui créent, en fait, le début, je me suis pas mis au rythme. Il m'a fallu 1 an et demi avant de me dire que là, il fallait que je me mette vraiment au rythme de l'entrepreneur pour démarrer. Donc ça, je le redis parce que maintenant, quand je vois des entrepreneurs, je dis mais fais plus vite, quoi. Moi, le début, la première année, j'appelle ça mon MBA du venture. Alors, tu es chez Orange. Tu as cette idée où je vais créer ma boîte, j'ai envie de créer ma boîte, mais apparemment, tu vas peut-être me dire l'inverse, mais apparemment, tu sais pas ce que tu vas faire. Tu sais que tu veux juste créer une boîte. On est d'accord ? Exactement. Bon. Tu fais quoi ? Un protocole ? Comment tu quittes Orange ? Alors, j'explique que j'ai envie de quitter Orange pour créer. Tu sais, chez Orange, à l'époque, tu as des... donc, tu as droit au chômage, quand même. Oui, t'as un petit peu de, tu sais, le Pôle emploi est le premier financeur de start-up en France. Hein, merci. D'ailleurs, on se rend pas compte la chance qu'on a par rapport à d'autres pays. Bien sûr. Donc, oui, là, je me dis, ça y est, j'arrête, je négocie, je pars. On a des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs, donc c'est plutôt très bien fait chez Orange. Donc là, passer le choc de tout le monde qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ou ma mère qui me dit mais t'as pas fait une grosse bêtise en quittant Orange? Non, pas du tout, rassure-toi. Donc là je démarre la feuille blanche. Alors je sais déjà ce que je veux faire en quittant Orange, j'avais déjà défini le projet. J'avais observé en fait dans mes déplacements que les entrepreneurs étaient accompagnés, et puis dans mes déplacements et puis dans l'histoire d'Dailymotion étaient accompagnés par des venture capitalistes, dont le métier était formidable puisque leur travail c'était de trouver les bons entrepreneurs et de les aider à réussir en leur apportant du financement. Et donc là, je me dis, bah oui, mais c'est ce que je veux faire. Donc, et je vais le faire d'ailleurs un peu différemment parce que finalement, en France, les fonds sont très français, très financiers. Moi, je vais apporter une approche beaucoup plus technologique, internationale, opérationnelle aux entreprises dans lesquelles on va investir. Seul problème, c'est que j'ai pas l'ombre d'un premier euro de financement pour faire ça. Donc, j'ai envie de faire un fonds d'investissement, mais j'ai juste oublié que la première équation pour faire un fonds d'investissement, c'est parce que je n'ai pas encore entrepris et réussi à mettre un peu d'argent de côté de manière conséquente. Et bien là, il faut qu'il y ait des gens qui me fassent confiance et qui me confient leur argent pour investir. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que pour pouvoir financer des startups qui lèvent de l'argent dans un fonds comme le tien ou comme un autre, il faut derrière que le fonds lève de l'argent. Donc, exactement. Il faut que soit tu as de l'argent, un peu comme Xavier Niel, et tu vas financer tes startups, soit, comme la plupart, il faut que tu aies levé de l'argent. Donc, il y a une question de confiance, évidemment. Il y a des projets d'en bas, mais il y a aussi, il faut que tu délivres derrière. Ouais. C'est exactement ça. Sauf que dans l'équation, j'ai juste oublié cette petite partie. D'accord. Et là, je me rends compte que c'est très difficile, et je pense que les premières personnes dans l'entourage à qui je raconte que je veux monter un fonds d'investissement me prennent pour quelqu'un de très très audacieux qui n'a pas froid aux yeux, mais qui en même temps se rend pas du tout compte de ce qu'elle va faire. Et je crois qu'à l'époque, personne pense que je vais y arriver. Donc, il y a pléthore de fonds en plus déjà à l'époque. Il y en a plein. Exactement, ouais. Il y en a pléthore, donc il y en a, et moi je me dis non seulement je vais en faire un, mais en plus il va faire mieux que les autres. Donc je pense qu'à l'époque c'est ça. C'est bien, c'est ambitieux. C'est assez, bah oui, mais tu sais, si t'es pas entrepreneur en ayant envie de faire différemment des autres et en étant ambitieux, c'est compliqué, hein, parce que si toi tu crois pas en toi-même, personne va croire en toi. Et là. Il se trouve que j'ai plusieurs collaborateurs qui veulent venir avec moi pour faire ça. Mais pourquoi en fait? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi faire ça? Non, pourquoi ils viennent? Tu me dis, excuse-moi. Ah oui. Tu me dis. Mais non, justement, ils viennent pas. Parce que là, ils me regardent et ils me disent, bon bah quand tu auras levé les fonds, on arrive. D'accord. Bah je lui dis, les mecs, c'est super, mais je pars toute seule, quoi. Bah oui. Et puis après, quand t'as fait ce qu'il fallait, on arrive. Donc là, j'ai pris ma décision. Ce qui est normal. Ce qui est un peu logique. Et j'ai pris ma décision et je me dis, bon, bah, on va y aller tout seul. Hein. Donc tu crées un bureau. Faut être chez toi ou peu importe.
Ouais, je suis pas mal à Chamonix et en fait il se trouve que j'ai Jean-Marie Messier que j'avais rencontré donc sur Dailymotion, qui m'avait dit au moment où on travaillait ensemble, lui comme banquier d'affaires, il m'a dit quand tu as un projet, viens m'en parler, puisque je lui avais fait part que j'avais envie de faire autre chose que de rester chez Orange. Il m'a dit je serai toujours là pour toi, viens m'en parler. Voilà, donc je dis bon bah c'est super. une belle carte quand même. Donc comme ça, j'ai pas encore décidé totalement de quitter Orange, que j'envoie un email à Jean-Marie pour lui dire tiens j'ai une idée, est-ce que je peux venir t'en parler? Il me dit bah viens me voir demain matin. Donc là c'est assez rare d'avoir un rendez-vous aussi rapide avec Jean-Marie, donc il était à Paris, il était entre Paris et New York, mais là il était à Paris. Et donc j'arrive et je lui présente le concept de One Ragtime. Je lui dis bah voilà, j'ai envie de faire un fonds d'investissement, mais un fonds qui s'applique à lui-même, ce qui va demander à ses entrepreneurs, c'est-à-dire une plateforme tech pour pouvoir et un maximum de données pour pouvoir être plus efficace. Une approche où le fonds peut se développer de lui-même parce que on va avoir un effet communautaire et on va pouvoir faire levier sur des personnes qui vont recommander notre fonds. Très opérationnel, très international, un lien avec les grands groupes. Donc ça, c'est vraiment le brief de départ. On est en 2014. C'est le brief initial. Hein. Je l'ai encore, d'ailleurs, il n'a pas bougé d'un iota finalement par rapport à ce qu'on exécute. On a fait quelques petits aménagements, hein. Mais la vision de départ, c'était celle-là. Et là, Jean-Marie me dit, Banco, si tu fais, je suis dans l'équipe. Moi, je me dis, bon, cool. Ok, la probabilité qu'il le fasse, elle est très très faible. Mais quand même, ça va me donner l'élan pour négocier mon départ et me dire que ça devrait bien se passer si je crée One Ragtime, puisque j'ai déjà un premier soutien et investisseur et non des moindres. Et puis, Jean-Marie se pique au jeu sur la première année, on est en 2015. Et à un moment, même un petit peu avant, il se pique très tôt au jeu. Mais lui, il dit quoi? Je vais trouver de l'argent? Alors Jean-Marie me dit non, il me dit je suis dans l'équipe, donc on le fait ensemble, et c'est comme ça qu'on s'associe pour créer One Ragtime. Donc là, je crois que je deviens un tout petit peu plus sérieuse pour l'extérieur, puisqu'on dit ah ouais, finalement, elle s'est associée avec Jean-Marie. En pourcentage? Ah ouais, Jean-Marie, on est tous les deux cofondateurs, donc on a démarré tous les deux ensemble. Il y a pas d'autre. Enfin, voilà. Il m'amène le carnet d'adresse aussi. Carnet d'adresse, expérience, le fait d'avoir quelqu'un avec qui échanger tous les jours pour confronter les idées. Voilà, c'est ce que Jean-Marie m'a amené, et c'était déjà il a cru en moi. Ça c'est je pense que maintenant, en plus que j'investis et que j'investis beaucoup, en fait la première personne qui croit en toi et qui te dit t'as une idée et j'y vais, t'as envie de le remercier à vie. Oui, moi je dirais jamais suffisamment merci à Jean-Marie qui m'a fait confiance dans ce moment-là, au moment où globalement je prenais des noms de tout le monde. C'était je vois pas cette période, c'était le bordel après, parce que lui à un moment il a vécu des trucs un peu compliqués. Ou c'était après tout ça? C'était juste à la fin. Il était reblanchi, donc. Oui, commencé. En fait, quand on a démarré la collaboration, il était à la fin de sa dernière comparution en justice, où il a été totalement blanchi. Mais oui, il n'était pas du tout comme aujourd'hui, où maintenant ça y est, c'est. Tu vas me répondre à ce qu'il fait, quoi. Alors, tu pars, tu as quand même cette garde de visite qui est quand même extrêmement importante, parce que Jean-Marie Messier, je pense que c'est, tu vois, tu vois l'entreprise il y a des années, c'était presque un gros mot. Tu vois cette période-là. Et Jean-Marie Messier, ça a été, alors, indépendamment des guignols et tout ça, quoi, J6M ou J2M, ça a été vraiment le patron qu'on a à un moment qui a fait rêver en fait. Ah oui. Il a fait rêver. Il a été fait, voilà. Et donc tu as ça, et qu'est-ce que tu crées de plus qu'un VC totalement classique? On a parlé de Serena, on a parlé de Partech ou d'Isaiah, peu importe. Qu'est-ce que tu fais de plus? Qu'est-ce que tu amènes de plus? Alors, peut-être que tu pourrais me le pitcher d'ailleurs. Hein, voilà. Alors, Frédéric, as-tu rêvé d'investir un jour dans des startups tech? Oui. Alors, tu vois certainement passer beaucoup d'entrepreneurs, mais tu sais pas en projets. Fait. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est tu as envie de t'investir, tu as envie d'investir, tu as envie de leur donner du temps, mais tu sais pas si c'est les bons. Et nous, ce qu'on permet en fait aux investisseurs, c'est d'investir en choisissant les projets. Donc, quand tu fais partie de la communauté One Ragtime, tu vois passer tous les projets qui arrivent. C'est des projets qu'on a sélectionnés, dans lesquels on a négocié les termes, dans lesquels on a fait toutes les analyses.
Et toi, en tant qu'investisseur, tu peux dire à ce moment-là, tiens, on-off, Tychris, génial, l'opérateur mobile virtuel, ça j'y crois, j'ai envie d'y aller et j'investis dans ce projet. Et tu n'investis que dans ce projet. Et c'est ça qu'on offre en fait avec One Ragtime, c'est qu'on permet à des investisseurs de choisir parmi des projets qui arrivent, s'ils le font ou pas. Alors que normalement, quand tu investis dans un fonds, tu investis classiquement une somme d'argent et on ne te demande pas ton avis. Mais quand tu dis je, moi Frédéric, c'est moi Frédéric l'entrepreneur ou c'est moi Frédéric le perso? Alors ça peut être toi l'entrepreneur puisque demain je peux te financer, Oui. mais ça peut aussi être toi l'entrepreneur qui devient investisseur et qui investit lui-même dans les startups. Mais c'est quoi? C'est de crowd lending ou je sais pas quoi? Alors c'est un fonds plateforme. Donc c'est un fonds dans lequel on permet là encore à nos investisseurs de choisir comment ils investissent, soit projet par projet. Et puis on a aussi développé des mécaniques de fonds plus classiques, soit dans le fonds qui fait tous les projets. Et donc, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on pense que derrière, quand on investit très tôt, c'est aussi la caractéristique qu'on a, on est généralement très très tôt dans les projets. Il faut que les investisseurs soient engagés, il faut un business angel qui décide d'aller dans un projet, il va apporter son savoir-faire, il va avoir choisi, il va apporter son réseau. Donc ça démultiplie le rôle de l'équipe. On pense aussi que ça nous permet de faire vivre l'aventure d'investissement aux investisseurs de manière beaucoup plus personnalisée. Parce que toi, tu n'as peut-être pas envie d'investir dans toutes les sociétés qu'on a, mais il y en a qui te plaisent plus que d'autres. On va aussi créer l'animation autour de cette communauté d'investisseurs. Alors aujourd'hui, ça paraît assez courant. Quand j'ai l'idée de faire ça en 2014-2015, il n'y a pas grand-chose qui existe comme ça sur le marché, hein. Donc c'est vraiment le pari de se dire qu'on va inventer une nouvelle façon d'investir pour nos investisseurs. Et puis par la technologie, on va rendre tout ça le plus fluide possible puisque ça peut se faire à travers le mobile. Voilà, un investisseur, j'ai pas forcément besoin de le rencontrer pour qu'il investisse. Et derrière, on va tout digitaliser, le back-office. Alors ça paraît pas important, sauf qu'aujourd'hui, quand tu regardes les fonds, la plupart des fonds, le gros des équipes, c'est des équipes qui s'occupent de toute la partie légale, administrative, financière. Et nous, tout ça, c'est fait par la technologie. Donc c'est ça en fait qu'on va amener et qui va faire la différence sur le long terme, parce que au même titre que nos entrepreneurs, on a développé une machine à se développer. On n'est pas dépendant du nombre de collaborateurs qu'on aura. On peut vraiment avoir un modèle où demain, si on décide d'aller dans un autre pays, on aura les mêmes méthodes, on aura la même façon de travailler et on pourra commencer à amorcer notre base d'investisseurs localement et notre base de start-up. J'ai 1 milliard de questions. Ouais. Alors, d'abord, si on reprend depuis le début, tu as Jean-Marie Messier d'un côté et tu te dis, mince, je pars d'Orange, j'ai pas répondu à la fameuse question, comment j'ai pas d'argent, voilà. Donc, tu te dis, si je fais une sorte de communauté, c'est ce que tu viens de dire. Je résume avec mes mots, excuse-moi. Hein. Je fais une communauté où des gens peuvent investir. J'imagine qu'ils peuvent investir quasiment ce qu'ils veulent. Donc cet argent, je vais résoudre le problème de l'entrée de flux. Et ensuite, j'ai qu'à trouver des entreprises qui veulent être financées. Est-ce que c'est à peu près ça ? C'est à peu près ça. Et c'est vrai que, en plus, cette réflexion, je l'ai eue en regardant comment fonctionnaient les fonds. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est terrible cette activité. C'est qu'un fonds, pendant 4 ans, il va se démener comme un malade pour aller lever de l'argent. Et puis ensuite, il va très vite se dépêcher d'investir cet argent parce qu'il faut déployer le capital. Il va pas s'occuper de ses entrepreneurs quand il relèvera son deuxième fonds. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une levée en continu des fonds. Et nous, tous les jours, des nouveaux investisseurs peuvent venir sur One Ragtime et peuvent investir, soit dans le fonds Rhapsody qui fait tous les projets sur une période donnée, soit projet par projet. Et c'est ça qu'on a amené. Alors, ça paraît très simple, mais les barrières à l'entrée, elles sont énormes parce qu'il faut avoir cette communauté d'investisseurs. Il faut avoir les premiers entrepreneurs au début. Imagine-toi en 2016. Non, mais c'est l'œuf et la poule, en fait. Déjà c'est l'œuf et la poule. C'est en plus dans une industrie qui est très institutionnelle, où en fait, moi au début, on me dit, ben non, tu viens pas du sérail, t'as jamais fait d'investissement, donc on va pas te donner l'argent. Donc les institutionnels me disent non. Donc là, je dis, ben oui, mais regardez, on a des super projets. Non, on revient dans 10 ans, quand tu auras un track record, quand tu auras une équipe, quand tu auras eu des sorties, et les temps sont longs.
Et d'ailleurs, pourquoi tu vas pas travailler dans un autre fonds pour te faire la main? Parce que je serai trop vieille après. Je veux pas commencer à faire 10 ans dans un autre fonds pour faire mon fonds. Je veux le faire maintenant. Donc en fait, le début est extrêmement difficile parce que je prends des noms partout. J'ai objectivement pas l'expérience pour le faire. En plus, des noms d'en haut, c'est-à-dire des noms de gens qui vont investir ou des startups qui veulent que tu investisses. Plutôt d'en haut en fait. Plutôt les investisseurs. Eh oui. Au début, poules, tu vois 100 personnes, t'en as un qui te dit peut-être. Voilà, et il faut créer l'envie d'investir. Donc c'est pour ça qu'au début on est vraiment il faut motiver quelqu'un pour dire fais-moi confiance, je vais t'amener une super société. Parce que les fonds d'aujourd'hui, le VC classique, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui investit? C'est plutôt des corporates, des family office, c'est quoi? En fait, les VC, la plupart des VC sont financés par des institutionnels publics. Le Fonds européen d'investissement, la BPI. Et une fois qu'on a ces institutionnels publics, ensuite, les institutionnels privés se disent c'est bon, on peut y aller. Et puis, les family office se disent s'il y a la BPI ou le Fonds européen d'investissement, je peux y aller. Moi, au départ, je suis pas très audible pour la BPI, le Fonds européen d'investissement, puisque dans les critères de risque, j'ai jamais fait de fonds, j'ai jamais fait d'investissement. J'ai pas de track record, j'ai pas d'équipe. Donc là, on me dit, reviens dans 2 ans quand tu as commencé à investir. Donc, en fait, très vite, je dis à Jean-Marie, écoute, la bonne nouvelle, c'est quand on a des pitchs formels, on peut arriver 2e. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive 2e, donc on n'a pas les fonds. En fait, on va d'abord démarrer par le club deal, par la plateforme de crowd equity. Parler de crowd lending, de crowd equity. Ouais. On l'utilise plus trop maintenant, mais au début, on appelait ça comme ça. Et puis ensuite, on ira faire les fonds successifs qui nous permettront de continuer à suivre nos projets, mais on va du coup amorcer les sociétés très tôt. Et on va faire finalement le plus dur de l'investissement, c'est qu'on va investir quand les sociétés, elles démarrent. Et donc, ce qui est le plus risqué. Donc tu vois, on est très très haut dans l'échelle de risque. Et là, on lance l'activité d'investissement en novembre 2016. Et aujourd'hui, on a fait une 30aine d'investissements. On a à peu près plus de 130 millions sous gestion. On a déjà eu notre première très belle licorne, Gélismac. Notre premier investissement vient d'être financé par SoftBank. Donc voilà, et on a une dizaine de grosses PME alors qu'on investit très tôt dans le portefeuille. Tu vois, on doit avoir contribué à la création de plus de 1000 emplois déjà en 4 ans. Donc ça, c'est un chiffre qui me rend très fier. Donc finalement, on y est arrivé. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Mais voilà, ça y est, ça c'est... J'ai reçu Olivier Goy il y a un moment de ça. Quelle différence avec October? Alors nous, on investit en equity, ça veut dire qu'on prend 10 parts dans le capital quand October prête de l'argent. October fait le rôle d'une banque. Ah oui. Nous, on devient actionnaire de la société, c'est-à-dire que c'est un contrat de mariage. On investit une somme d'argent dans une société et on prend... C'est du crowdloading. Eux, c'est du crowdlending. Exactement. Et toi, c'est crowd equity. Et nous, on est un fonds. On est un fonds. C'est juste que la façon dont on va collecter les fonds pour investir est différente et on a plusieurs véhicules d'investissement. Alors, je viens de vendre ma boîte, j'ai un peu d'argent, je sais pas où investir. Je me dis bon, allez, je vais acheter un appartement et puis je rencontre ton oneragtime.com ou enfin, je sais pas ce que c'est quoi? C'est .com? C'est .com. Voilà. Donc, je tape et puis je vois que je peux investir. Comment ça se passe? Je peux investir combien? Il y a un ticket minimum d'entrée Alors, il y a un ticket minimum d'entrée dans le fonds qui est de 100 000 euros. Donc, à partir de 100 000 euros, tu peux investir dans le fonds qui fait tous les projets sur 18 mois. Rhapsody. On reste dans la thématique musique. Et tu as accès en plus au Club Deal. Et si tu veux juste accéder au Club Deal, tu dois rentrer dans la communauté d'investisseurs. Donc, on sélectionne les investisseurs. Et à partir de là, tu peux commencer à investir avec un minimum de 30 000 euros par projet. D'accord. C'est pas simplement vous prêter de l'argent, c'est-à-dire que derrière l'entreprise, vous lui amenez du conseil, vous lui amenez tout ça, quoi. Vous êtes vraiment un partenaire après. Et oui, et souvent beaucoup plus impliqué que la plupart des fonds, puisqu'en fait, on est le premier investisseur professionnel aux côtés des entrepreneurs. Donc, quand on investit, il y a généralement 2-3 fondateurs, peut-être quelques collaborateurs, mais l'entreprise est très tôt. Donc, on aime bien investir dans 3 domaines d'activité, tout ce qui est contenu, services de communication avec des sociétés comme Gélismac, comme On-Off, comme Loopsider dans les médias, comme Oma Games dans les jeux mobiles. On adore tout ce qui est autour de la fintech et de l'assurance, mais avec des modèles non capital intensifs. Donc on est derrière, par exemple,
Très récemment, on a fait Avostart sur la protection juridique. On est derrière plus simple. J'ai un épisode qui sort avec Timothée Rambaud, qui est le cofondateur de Legal Start, parce que je crois qu'il n'est pas sur Avostart. Il n'est pas sur Avostart. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ces autres cofondateurs sont sur Avostart. Donc tu vois, c'est des serial entrepreneurs. On est derrière Plus Simple, une société marseillaise. On est derrière Fidem aussi, qui est une société à Marseille dans le scoring. Je parle de Marseille parce que je sais que tu apprécies particulièrement cette ville et on adore investir en dehors de Paris. On adore investir en dehors de Paris. Et puis le dernier axe, c'est tout ce qui est autour de la data et de l'IA appliquée à des secteurs d'activité. Donc on va avoir fait récemment Mayan Lab avec une fondatrice formidable, Emma Aziza, qui est climatologue, hydrologue et qui permet avec son cofondateur Sébastien Sacchetti d'aller identifier des risques climatiques et mesurer et trouver des moyens pour savoir où implanter ton usine demain pour pas être dans une zone d'inondation. On va être derrière Golem sur le langage naturel, c'est une IA. Donc on aime bien les projets assez technologiques appliqués à des secteurs d'activité. Mec.org avec Axel Dochez. Et tu vois, c'est là où tu recroises ce que j'ai fait chez Orange, c'est des rencontres et c'est vrai que mes premiers entrepreneurs, je les ai rencontrés quand j'étais dans mes années Orange. C'est le cas de Michael Phillips ou de Robin Saban, les fondateurs de Gélismac. Je les connaissais quand ils faisaient le kiosque. Donc tu vois, donc ça a fait mon terreau d'entrepreneur du départ. Le kiosque, les journaux ? Oui. L'application, quoi. Exactement. Et leur deuxième projet, c'est Gélismac. Ça y est toujours toujours. Kiosque, ouais. Ça s'appelle Caféine maintenant. Ah oui, en plus. Mais tu vois, comme quoi, je pense que l'avoir moi avec Canal+. Je crois qu'ils sont... Et tu l'as quand tu as Canal+. Exactement. C'est la même logique que Deezer avec Orange. Exactement. Tu as dit tout à l'heure, en fait, vous levez de l'argent en continu. Et si on reprend notre histoire de poule et d'œuf, d'abord, est-ce que tu as plus de difficultés à trouver des investisseurs ou des investissements ? Les deux sont très durs. En fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris en étant entrepreneur, c'est que c'est passionnant, mais entreprendre, c'est passer ta journée à essayer de trouver des solutions à des problèmes. Rien n'est simple. Et sur l'entreprise One Ragtime, j'aurais dû me battre au début. J'ai eu des années, les premières années ont été extrêmement difficiles parce que tu vas voir un entrepreneur, tu lui dis bon, écoute, j'adore ton projet, c'est super. Déjà, faut le trouver au début, c'est très compétitif le monde de l'investissement. Donc va trouver un entrepreneur à qui t'explique, écoute, j'ai pas d'argent, mais j'ai un réseau. T'as même pas idée. Et j'ai une expérience, mais ça va t'amener. D'ailleurs, on a un peu moins d'argent que les autres, mais ça c'était vrai au début, c'est plus le cas maintenant. Mais t'inquiète, tout ce qu'on va t'amener à côté, ça n'a pas de prix. Et donc les premiers projets sont extrêmement difficiles à faire. Alors moi j'ai eu de la chance. Premier projet Zenly, on était tout petit investisseur sur fonds propres, One Ragtime racheté par Snapchat. Le deuxième Gélismac, SoftBank, c'est une licorne. Donc tu vois les premiers projets. Ensuite on a Plus Simple, ça se passe très bien. On a On-Off, voilà. C'est marrant parce que cette histoire de Zenly, qui est normalement, c'était une sorte de solution pour localiser les copains, c'est ça à la base. Je sais pas, moi j'aurais pas investi quoi avec l'iPhone, avec tout ça. Alors c'est peut-être pas à l'époque, il y avait peut-être pas l'iPhone qui pouvait localiser qui on voulait quoi. Mais je me suis toujours posé la question pourquoi cette boîte elle avait fonctionné. Parce que les fondateurs. Et en fait c'est notre métier. C'est de trouver les bons fondateurs. Ouais. Et tu dis, est-ce que c'est difficile ? Qu'est-ce qui est le plus difficile, les investisseurs ou les entrepreneurs ? C'est les fondateurs. En fait, trouver les bons projets, c'est extrêmement dur. Après, les investisseurs, c'est du temps. Voilà, maintenant, on commence à avoir un super track record. On a une super équipe. On a des super projets. Oui, mais vous avez une pression qui est différente. C'est-à-dire que le VC, il investit chez Zenly ou chez On-Off, par exemple. Il se plante. Il se plante. Il va perdre de l'argent, etc. Mais vous n'avez pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il faut un moment, non seulement vous allez perdre de l'argent un peu comme le VC, mais en plus vous allez fragiliser cette communauté parce que vous êtes obligé de dire à un moment, nos investissements sont rentables, voilà tel. Enfin, c'est après un moment comme, je sais pas, la financière de l'échiquier. Il y a un moment où on investit chez eux, il faut que ça fonctionne, quoi. Oui, mais c'est ce qui fait qu'on doit être performant. Voilà. C'est qu'en fait, dans le fond, je peux dire à un investisseur, tu moyennes ton risque. Tu vas peut-être faire x3, x4 si on est bon sur la durée du fonds parce que tu vas moyenner ton risque.
Sur un club deal, je peux dire à un investisseur, tu vois, là, on a un club deal, on a un investisseur, il a mis il a fait x100. Et puis, oui, on a eu jusqu'à maintenant un seul projet qui n'a pas été jusqu'au bout sur 35, ce qui reste en 4 ans très, très beau. Mais voilà, tant qu'on n'est pas sorti, on n'est pas sorti. Mais en fait, ça nous force à une excellence. Parce que je peux pas dire à un investisseur, pas de bol, t'as pas misé sur le bon projet, t'as choisi le mauvais. Parce que t'as choisi. Moi, j'y peux rien. Je t'ai amené un projet auquel je croyais, mais t'as choisi d'aller sur celui-ci plutôt qu'un autre. Et l'autre, regarde, c'est une licorne. Donc, en fait, on est obligé de s'occuper des projets pour que tous réussissent. Et c'est ça qui fait que, in fine, on a une attention beaucoup plus forte. On peut pas jouer. On peut pas mettre pour voir. J'entends parfois des jeunes VC dire, ouais, j'ai fait un bet. Peut-être qu'on va faire des paris un petit peu moins osés. Mais en même temps, on va essayer de garantir un accompagnement. Et vis-à-vis de nos entrepreneurs, c'est là aussi où on arrive dans une étape très intéressante parce que maintenant, on a les moyens de les accompagner beaucoup plus qu'au début. Parce qu'on a cette communauté incroyable d'investisseurs. On a 250 investisseurs qui sont... Donc il y a le réseau. Il y a un réseau qui est... Mais vous avez aussi la tech. Bien sûr. Tu peux... Enfin, comment vous arrivez à déceler un bon projet d'un mauvais projet ? Alors, la tech nous aide à passer peu de temps sur les tâches à moins forte valeur ajoutée, par exemple tout l'administratif, l'interaction aussi de premier niveau avec les investisseurs, les entrepreneurs. Donc, ça va fluidifier ça. Elle nous aide aussi à identifier tout le deal flow. Donc, on a une initiative qui s'appelle Road to 100% Coverage. Donc, on veut être sûr qu'on voit tout passer. Donc, dès qu'il y a une création d'entreprise. Maintenant, la tech, elle nous aide pas à ce qui est le plus difficile dans le métier d'investisseur. C'est la rencontre. Alors, la tech peut t'aider à la rencontre parce que tu vas détecter les sociétés, tu peux contacter. Mais elle t'aide pas sur le feeling. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, Jean-Marie me le dit depuis le début. Il me dit, je t'ai fait confiance parce que tu as une grande intuition sur les personnes et les projets. On dit aussi souvent quand on a des cofondateurs qui pitchent devant toi, on dit souvent que le plus important c'est l'équipe ou c'est l'équipe, enfin c'est l'équipe fondatrice parce que ils peuvent pivoter, ils peuvent changer de produit, ils peuvent faire plein de choses, mais c'est très important quoi. Donc là, ce truc-là, tu peux pas le mesurer par la tech, tu le mesures par le cœur, enfin par je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on veut pouvoir passer le plus de temps possible sur ce qui n'est pas mesurable. Et puis l'accompagnement, et donc utiliser la tech pour être le plus efficace possible. Alors on a eu, et on est très fiers de ça, on a eu je te dis, on fait comme nos entrepreneurs. Hein. Nous, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on cherche chez nos entrepreneurs. Donc on a eu notre statut de jeune entreprise innovante pour nos travaux de recherche sur la data appliquée à l'investissement. Et on commence à faire des petits algorithmes, mais qui nous servent plus à confronter par rapport à nos intuitions. Et puis derrière, on va faire beaucoup de travail d'analyse, de due diligence, de référence pour essayer de mettre le moins de hasard possible dans la décision d'investissement. Mais c'est vrai que ce qui est le plus difficile, c'est très humain, quoi. C'est en gros les entrepreneurs, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ? C'est pour ça qu'on adore les entrepreneurs pianistes. On a André Manoukian parce que pour arriver à ce niveau de maîtrise, il faut beaucoup s'entraîner. On adore les sportifs. On a Ty Chris, donc on adore les entrepreneurs atypiques. Je pense que ça c'est une caractéristique de One Ragtime, c'est quand on regarde notre portefeuille d'entrepreneurs. Alors on va avoir des entrepreneurs assez classiques, tous les fonds qui sortent de l'école, font une première expérience au conseil, montent leur société. Mais on va aussi avoir des entrepreneurs différents, plusieurs expériences, grands cadres. Je pense à Axel Dochès qui était CEO de Deezer, qui a été patron de Publicis France et qui refait Mec.org après. Éric Minot qui était patron des jets de Boursorama et qui ensuite se relance sur sa start-up et met tout en jeu pour réussir sa start-up plus simple. Donc tu vois, ça c'est des histoires aussi qui moi vont vraiment m'interpeller en tant qu'investisseuse. C'est un peu, est-ce que je sens derrière l'entrepreneur, l'entrepreneuse, l'envie de réussir, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire quel que soit le temps qu'il faudra pour réussir. Et plus j'avance sur ce métier d'investisseur et d'entrepreneur et mon expérience chez One Ragtime, plus en fait, je me dis qu'un des critères clés de succès, c'est ta capacité à résister, ta capacité à rebondir, ta capacité à jamais lâcher. Je suis investisseur, j'ai mon ticket de 100 000, j'ai bien compris que
par rapport aux 2% que je vais gagner ou 3% ou 10% dans l'immobilier ou dans le truc, ça peut, effectivement, je peux faire x1, x100. Je peux sortir au bout de combien de temps? Tu peux sortir quand on peut sortir de la société. Donc en moyenne, c'est... alors, cette année, on a une société qui a fait un exit très, très rapidement. On a Glose qui a été racheté par Medium. Et on reste une partie de notre investissement est dans Medium aujourd'hui. Mais ça, c'est très rare. C'était en 2 ans. Donc, tu rentres en vraiment... moyenne, oui, très tôt. Non, mais je veux dire, les investisseurs rentrent vraiment investisseurs, actionnaires. Enfin, vous êtes juste une interface. Un fonds, c'est une interface, tu sais. Là, c'est juste qu'on a une interface qui peut être mutualisée. Un fonds qui sert plusieurs projets. Ou qui peut être individualisé à une société, donc ce qu'on appelle un véhicule dédié, un SPV et Special Purpose Vehicle en anglais, qui est dédié simplement à un investissement dans lequel on a tous les investisseurs qui ont choisi de faire cet investissement. Et si je veux financer ma start-up, est-ce que les critères à l'entrée vont être différents, plus compliqués, plus faciles que sur un VC classique ? Je pense qu'on va avoir un très fort niveau d'exigence, comme tous les VC. Après, on n'aime pas tous la même chose. Moi, comme je te disais, j'aime les projets atypiques. J'aime bien les projets grand public, donc qui touchent des utilisateurs finaux. C'est plus risqué. J'aime quand il y a de la tech. Et quand je dis j'aime, c'est la thèse d'investissement de One Ragtime. Mais c'est vrai que comme j'ai impulsé One Ragtime, j'ai pu mettre ma touche et très forte sur le choix des projets. Et c'est là où on s'est complètement rejoint avec Jean-Marie, c'est que on adore tous les deux les projets plutôt dans le contenu, services de communication, réseaux sociaux, parce que quand ça marche, ça peut devenir très fort. Et puis tout ce qui a une forte dimension IA, ça aussi c'est quelque chose qui me fascine. Et donc on va, pour nous, le critère déjà c'est le feeling à la première rencontre. Ça paraît complètement fou, mais première rencontre, je sais dire si on pourrait y aller ou pas. C'est ce que me dit... j'ai fait un épisode avec Thibaut Elzière, et il me dit dans les... pas 10 secondes, mais 3 minutes, il sait s'il peut y aller ou pas. C'est bizarre. Ouais, c'est assez bizarre. Moi, en tout cas, je marche beaucoup comme ça. Puis après, l'équipe est là pour trouver toutes les bonnes raisons pour pas y aller. Donc, on va vraiment analyser au maximum. Et puis ensuite, on va y aller. Mais c'est très fort. C'est nous, au début, on est là pour les bons et les mauvais moments. Parce que c'est rare qu'une société, ça soit un long fleuve tranquille dès le départ. Nous, souvent, on investit, il n'y a pas beaucoup de revenus. Il y a plus de charges que de chiffre d'affaires. C'est des sociétés qui lèvent de l'argent. Donc, ça veut dire qu'à un moment, elles peuvent être en manque d'argent. Donc, c'est quand même extrêmement stressant au début. Je le dis. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes entrepreneurs, mais ta vie n'est plus la même le jour où tu n'as plus besoin d'argent parce que c'est toi qui es en maîtrise de ta destinée. Quel ticket ? Alors, on met des tickets d'investissement entre 700 000 et plusieurs millions. Et on espère augmenter la taille de nos tickets au fur et à mesure qu'on se développe pour pouvoir suivre nos projets. Donc, ça, c'est très important aussi. On investit très tôt, mais on doit pouvoir aller jusqu'au capital développement, jusqu'à l'introduction en bourse. Donc, c'est aussi ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que dans les critères, je veux revenir de ça, il n'y a pas vraiment de critères. Il y a le fait que ça rentre dans ta thèse d'investissement, donc que ça soit quand même logique par rapport à ce que tu fais. Nous, on aime bien les sociétés logicielles, on aime bien les modèles avec des partenariats qui peuvent faire que le marketing est fait par un autre et que la société peut se développer très fort. On aime bien la techno, on aime bien l'IA. Et vraiment, c'est la rencontre avec les hommes et les femmes qui font le projet qui va faire toute la différence. Et vous avez un comité de sélection Bien sûr. Combien vous êtes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est une vingtaine dans l'équipe. On a une partie de l'équipe qui travaille sur le développement de la plateforme, une partie de l'équipe qui anime la communauté d'investisseurs, une partie de l'équipe qui investit et qui suit les projets, parce que derrière, investir, c'est une première étape, mais on est avec nos entrepreneurs dans les 2 à 7, 8, 10 ans. Voilà, c'est long, quoi. Et toi, ton job ? Alors, moi, mon job, c'est d'être un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, d'impulser la dynamique, la vision, de faire en sorte qu'on exécute par rapport à nos valeurs. Les valeurs, pour moi, c'est très important, les valeurs de One Ragtime. On veut vraiment incarner quelque chose qui nous ressemble dans le choix des projets, dans le choix des investisseurs, dans le choix des entrepreneurs, dans le choix des collaborateurs. Parce que là encore, c'est le privilège que tu as quand tu crées ton entreprise. Tu peux créer ta vision, tes valeurs. Donc, ça, j'y fais extrêmement attention.
Et puis au quotidien, ça va être souvent de sourcer encore les projets, parce que c'est vrai que j'en reçois beaucoup moi-même. Et puis j'ai peut-être le feeling peut-être plus fort, l'expérience plus forte sur les premiers projets, sur les premières rencontres. Et puis après accompagner nos entrepreneurs et puis aussi aller voir des investisseurs et leur expliquer que il y a plein de fonds qui sont super, mais celui qui a la meilleure performance et qui aura la meilleure performance et la capacité à apporter le plus aux entrepreneurs dans les années qui viennent, c'est nous. Mais normalement, si je comprends bien, la tech fait que tu peux gérer plusieurs fonds, tu peux gérer beaucoup de dossiers d'un coup, quoi. Complètement. Ouais. Donc on a une capacité à développer le modèle infini aujourd'hui. On est arrivé au point où il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas dans d'autres géographies. Si ce n'est qu'au moment pour sélectionner les investissements, là de toute façon, à un moment, il faut quand même, alors je sais pas si c'est long à trouver la pépite, mais enfin la pépite mais il faut quand même que tu mettes du temps. Il faut que tu regardes les dossiers. C'est long de trouver de se dire ok. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais. Il n'y a pas de règle. Et puis moi j'aime bien rencontrer les projets très tôt parce que ça permet de voir si les entrepreneurs ont suivi. Après non. Après si on veut développer à l'échelle le modèle One Ragtime, c'est tout le travail que n'importe quel entrepreneur doit faire. Sur le choix des collaborateurs, les valeurs, la culture d'entreprise, parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir répliquer de ça sans que ça soit moi qui dois être à l'origine de la réplication. Mais vous faites que de la série A ou de l'ICID ou Alors, on amorce, on colide les séries A et on veut, et c'est pour ça qu'on a un fonds qu'on prépare, un fonds Let's Stage, donc un fonds plutôt de développement doté de manière plus conséquente pour aller suivre nos sociétés sur les tours suivants, les séries B, C, D. Donc on va préparer ça pour 2022. Peu d'exit par rapport à votre portefeuille ou peu d'exit tout court, parce qu'en France il y a un marché de l'exit il y en a peu en fait. Alors 3 exits partiels en 4 ans, déjà c'est un super chiffre. Généralement ça arrive beaucoup plus tard. Et on a redonné de l'argent de manière conséquente cette année à nos investisseurs, seulement après 4 ans d'historique d'investissement, ce qui aussi n'arrive pas souvent. Sur le marché des exits, d'une manière générale, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que quand on voit les valorisations qui enflent, on peut se réjouir, mais in fine, c'est à la fin du marché qu'on compte. Quand tu as une société qui valorise la taille de son marché, on peut se dire que l'exit sera compliqué. Donc ça aussi, pour les entrepreneurs, moi je leur dis toujours, fais attention à ton histoire actionnariale. Ça sert à rien de vouloir viser trop fort, parce qu'à un moment, la réalité des chiffres va te rattraper et qu'il faut pouvoir rationaliser une valorisation. Et qu'in fine, peut-être le dernier moment où on la rationalisera, c'est quand quelqu'un voudra te racheter ou que tu t'introduiras en bourse. Et si tu as toujours été trop haut et que c'était pas justifié, la fin sera pas terrible. Donc ça aussi, c'est un point important, c'est qu'il faut garder, par rapport au marché US, on se dit toujours les valorisations des sociétés françaises sont beaucoup plus faibles. Oui, mais elles commencent à enfler beaucoup là. Et on n'a pas le marché des exits comme les US, comme la Chine. On n'a pas de marché des IPO aujourd'hui, même si ça frémit. On n'a pas véritablement beaucoup d'acquéreurs, on n'a pas des logiques de build-up aussi dans les entreprises. Moi j'adore quand on fait ça par exemple avec Plus Simple a levé de l'argent pour acheter des sociétés, et ça c'est génial, et ça crée de la valeur. Donc ça aussi il n'y a pas encore cette culture. C'est une boîte partielle, tu dis ? Oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de l'assurance pour c'est un courtier d'assurance digitale pour les pros et les PME. D'accord. Très joli. Ah oui. Très belle boîte, d'accord. Très jolie société qui se déploie en Europe, très belle exécution. Tu investis à titre perso ? Oui, bien sûr. Dans nos sociétés. Dans tes sociétés, d'accord. Et Jean-Marie Messier, il est à l'opérationnel aussi ? On a Jean-Marie. Il est là, très. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il vit où ? Alors Jean-Marie, il est toujours banquier d'affaires. Donc Jean-Marie, il a sa société qui s'appelle Messier Partners. Il a conseillé récemment Veolia, donc le rapprochement. Veolia Suez, c'était l'un des banquiers conseils de Veolia, donc grosse opération de l'année. Et il continue à faire des. Mais il est en France, il est à New York, il est en France. D'accord. Il est beaucoup en France en ce moment, et il continue à faire des très grosses opérations de M&A pour des grands groupes. Et puis en même temps, sa passion, je crois que c'est l'entrepreneuriat, et à travers One Ragtime,
il arrive à trouver aussi ce qui l'a toujours motivé quand il était grand patron, c'est la capacité à anticiper et pouvoir détecter très tôt des sociétés qui vont introduire des ruptures d'usage, de technologie, des nouveaux modes de consommation. Et je crois que ça le fait beaucoup vibrer. Donc on a beaucoup de chance parce qu'on est son projet passion. Qu'est-ce que tu as dans ton job ? Le dimanche soir, quand tu vas penser à ta semaine, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te passionne ? Les échanges que j'ai au quotidien avec mon équipe, nos entrepreneurs, mes associés, nos investisseurs, c'est des rencontres passionnantes. Et en fait, il n'y a pas une journée qui est pareille. Donc, j'ai pas de quotidien. Donc, c'est ça qui est super. Et quand tu regardes un peu tout ce qui s'est passé depuis la création en 2014, ça a été plus facile ou plus difficile que ce que tu croyais ? C'était plus difficile que tout ce que je n'aurais jamais imaginé. Et je pense que si aujourd'hui on me disait tu recommences, je dirais non, c'est trop dur. Après, je fais comme tous les entrepreneurs, je te dirais ça. Et puis ça me démangerait de recommencer 2 secondes après. Mais non, ça a été le début. En fait, j'étais pas préparée à entreprendre. J'ai pas passé assez de temps à rencontrer des entrepreneurs. J'ai rencontré beaucoup de fonds d'investissement, de VC, mais j'avais juste pas la notion que eux, ils avaient souvent fait en faisant un spin-off d'une société, en étant dans une grosse entreprise qu'ils n'avaient pas vraiment créée. Il y a très très peu de VC qui ont été créés, de fonds de venture qui ont été créés ex nihilo, comme ce qu'on est en train de faire avec One Ragtime. Donc en fait, j'ai complètement loupé cette empathie que j'aurais pu avoir avec des entrepreneurs qui auraient aussi pu m'aider un peu plus à éviter de faire les erreurs que finalement. Tu veux dire que tu n'as pas eu assez de bagages Ouais, je pense que j'ai pas assez rencontré des entrepreneurs quand j'ai démarré ma propre entreprise. Alors maintenant, c'est super parce que voilà, je démarre aujourd'hui, forte de l'expérience de One Ragtime et de tous les projets dans lesquels on a investi. Je pense que je serai un peu plus affûtée. Mais le début, c'est pour ça que j'ai pas été assez vite au début. Donc du coup, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Après, j'ai Ty Chris qui dit souvent, moi je m'en fiche, le temps que ça prendra le temps qu'il faut, mais je réussirai. Donc je pense que ça c'est le propre de tous les entrepreneurs. Mais au début, c'était très dur. Et d'ailleurs, je dois remercier c'est Richard Menveux de French Web qui, je me rappelle, en 2015, m'a passé un coup de fil. Il me dit, qu'est-ce que tu fais à Chamonix ? Tu viens ? Je dis, mais attends. Il dit, attends, tu viens à Paris, tu viens bosser dans mes bureaux chez French Web. Donc, je crois qu'on est le seul fonds qui a été incubé par un média. Donc, One Ragtime a été incubé par French Web. Et Richard m'a beaucoup aidé à dire, non, maintenant, tu fais. Et ça aussi, c'est le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est passer un maximum de temps à rencontrer d'autres entrepreneurs pour bien comprendre ce qui va marcher, pas marcher. Et puis, démarrer vite. Moi, j'ai pris trop de temps à démarrer. Et je me rappelle, au tout début de One Ragtime, Jean-Marie et moi, on avait fait une journée à New York où on avait rencontré beaucoup de venture capitalistes, des personnes incroyables. Et j'avais John Borswick, qui était le fondateur de BetaWorks, qui est un gros incubateur new-yorkais, qui m'avait dit « démarre tout de suite ». Et là, j'avais regardé, j'ai dit « mais non, je suis pas prête pour démarrer ». Et c'était au tout début. Et en fait, j'aurais dû démarrer beaucoup plus vite et pas préparer autant qu'on l'a fait. Donc ça, c'est un conseil à donner, c'est lancez-vous, osez, faites. Mais au début, en fait, j'étais trop dans le syndrome de probablement du cadre qui est dans un grand groupe et qui doit préparer à fond, quoi. Lancez-vous sans préparation. Je comprends totalement que ça t'ait réussi, mais tu peux vraiment. Il faut quand même calculer. Il faut à un moment avoir un esprit qui est à fond et qui calcule toutes les possibilités. Et un jeu d'échecs, quoi. Parce que si tu te lances trop vite et que tu vois pas la première embûche, c'est difficile. Alors quoi. Attention, moi j'étais préparée. Voilà, il faut se préparer quand même. J'ai mis un temps de préparation et j'étais très bien entourée. Je suis très bien m'entourer. Mais j'ai pris trop de temps à commencer à investir. Mais c'est ça. Quand vous avez des projets, combien vous êtes au comité de sélection, par exemple ? On est 3. 3. Bon. Alors c'est un bon chiffre, 3. 3, ça fait 2 contre 1. Donc est-ce qu'à un moment, vous arrivez, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, toi, tu sens pas du tout le dossier, ou tu le sens à fond et les 2 autres non, ou comme vous êtes, il faut un moment que vous soyez d'accord ? Il faut une collégialité. C'est très important. Parce que dès qu'il y a un veto, c'est mort. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de veto parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu instruis le projet, tu arrives à converger. Enfin, c'est naturel.
faut que ça soit naturel en fait. Il faut que ça soit fluide. Oui, puis quand tu commences à te connaître, quand tu connais ton collège, tes copains, à un moment, vous avez les mêmes questions, les réflexions, les mêmes doutes. C'est d'ailleurs ça devient peut-être la zone de confort. Donc à un moment, il faudra peut-être en sortir un peu. Ouais. Mais bon, pour l'instant, ça, voilà, on est confortable au sens, ce qu'on fait, on a l'impression de le maîtriser. Pourquoi One Ragtime ? Alors, André Manoukian t'en parlerait beaucoup mieux que moi. Ouais. Donc c'est la danse du quadrille. Il nous l'avait expliqué à une soirée One Ragtime. C'est la danse du quadrille qui est la première danse qui est venue de Paris à la Nouvelle-Orléans, qui est devenue la Cake Cup, la danse du cake, du moment du cake, qui était la danse des esclaves, qui ensuite a donné lieu au ragtime. Et le ragtime, c'est le jazz, c'est le blues. Donc ça n'existe plus, mais c'est l'influence qui est toujours là. Donc en fait, c'est voilà, on voulait quelque chose de très international. Mais c'est une musique, enfin c'est la musique de l'arnaque, non ? Alors ouais, c'est la musique de l'arnaque, mais c'est The Entertainer. Hein. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on me le mentionne. C'est pas très flatteur, si tu vas dire. C'est pas très flatteur, mais c'est aussi la première musique qui a véritablement non, c'est ce côté un peu influencé. tout. Enfin, c'est très haché, quoi. C'est. C'est blanc-noir. Oui. C'est comme le code informatique. Binaire. C'est binaire. C'est comme les décisions d'investissement, c'est binaire. Et puis c'est aussi le nom de code du programme de surveillance des données de la NSA qui a donné lieu au nom Prism, mais le nom de code c'était Ragtime à l'époque, donc c'est aussi de la data, c'est de l'IA. Et puis tu parles de l'arnaqueur, mais c'est aussi Rhapsody in Blue et tout un tas d'autres musiques qui sont des musiques de Ragtime. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le rôle de France Digital en 2 mots ? On entend parler de French Web, on entend parler de plein de trucs, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, France Digital, c'est la plus grosse association de start-up et de VC en Europe et en France. Il y a plus de 2000 membres. C'est une association qui fédère les acteurs, les venture capitalistes et les start-up, ce qui est assez unique, et qui nous permet d'être la voix du digital en France, la voix des start-up, la voix des scale-up. Donc il y a donc moi je fais partie du board de France Digital depuis 1 an. Et l'objectif de France Digital, c'est de faire en sorte que on continue à faire du lobbying pour favoriser le développement d'une fiscalité appropriée pour l'entrepreneuriat, faire en sorte que le numérique soit à l'agenda du gouvernement de l'Europe, faire en sorte que quand il y a des décisions européennes qui sont prises sur, par exemple, le Digital Act, on puisse faire voix et la voix des startups françaises et des VC français et faire du lobbying sur ça, faire en sorte que on sensibilise les entrepreneurs sur des sujets clés tels que l'impact, tels que la diversité, tels que le recrutement des talents aussi, mettre en place, alors il y a aussi plusieurs chantiers autour de l'IA ou de l'attraction des talents en France. Donc c'est une équipe d'une 20aine de permanents avec un board qui est composé de 10 investisseurs et 10 patrons de start-up qui tournent tous les 2 ans. Et aujourd'hui, on a Frédéric Mazella et Benoît Grossman comme présidents de France Digital. Ok. Et finalement, comment se porte le digital en France aujourd'hui ? Super bien. C'est génial, tu vois. En rapport, par rapport à Londres, par rapport à... Alors, Tel Aviv, c'est différent. Est-ce que cette impulsion, on en a parlé tout à l'heure de Fleur Pellerin, aujourd'hui le président Macron, on peut tout dire, mais je veux dire, au moment c'est vraiment une caractéristique, il est à fond sur ça, quoi. Le digital, c'est vraiment rentrer comme l'écologie dans un programme, c'est un vrai programme, quoi. Mais c'est génial. Oui, c'est bien. C'est fantastique parce qu'en fait, il y a une étude qui est parue récemment sur le nombre d'emplois. C'est Roland Berger qui a fait ça, sur le nombre d'emplois créés par le digital directement et indirectement. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 000 emplois indirects créés et 20 000 sur l'année 2020 créés en direct. Donc ça y est, on est en train de démontrer que le digital, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi localement,
Ça crée de l'indépendance numérique, hein, tu vois, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que c'est logique que finalement tout l'environnement dont on se sert tous les jours soit aux mains des GAFA ou des Chinois ou des grosses entreprises chinoises? Non, là on est en train de montrer que sur la santé, sur un certain nombre de services numériques, on peut reprendre la main en Europe. Il avait raison, Arnaud Montebourg. Il était précurseur alors dans la discussion sur Euroboucle. Il était probablement précurseur sur le contrôle des investissements étrangers en France, mais pas sur l'attraction de la France, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'investissements internationaux en France dans des sociétés françaises. Hein, on est en train de dépasser plusieurs milliards de financements déjà sur le premier semestre 2021 pour les startups françaises, donc c'est unique. Pareil tu avais récemment le sommet Shoes avec tous les grands patrons étrangers qui étaient reçus par Macron. C'est chouette, quoi. Ça veut dire qu'on peut à la fois devenir soi-même l'acteur clé européen du numérique, tout en conservant l'attractivité de la France et en faisant en sorte que les industries clés ne partent pas qu'à la concurrence. 2025, 25 licornes, on n'y est pas encore. On devrait y arriver. On y est presque, mais j'ai envie de te dire, le terme licorne, il est ok, super, c'est une valorisation. C'est pas des licornes qu'il nous faut, c'est des sociétés qui sont des licornes en chiffre d'affaires. Le milliard de chiffre d'affaires, c'est ça qu'on veut. Voilà, mais là on n'y est pas par contre. Là, on a encore un peu de travail. Voilà, et quand tu vois, alors je crois que c'est ce matin encore, il y a encore des fintechs, il y a peut-être un 26. Revolut, je crois qu'il y a des... Revolut, ouais. Qu'il y a une valo qui passe... 33 milliards. Ouais, c'est ça, j'allais dire 30. Même Spotify, et même tout ça, on n'en a pas en fait chez nous. Alors, tu commences à avoir un solide creuset de licornes, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de regarder les entreprises qui deviennent des entreprises pérennes. Oui, comme tu dis, il faut du chiffre d'affaires. Il faut du chiffre, ouais, c'est ça, qui embauchent. Tu vois, aujourd'hui, alors on parle toujours des vétérans de la tech, mais un OVH, un vente privée, un VP, un Dassault Systèmes aussi, parce que là aussi, on a des groupes qui se sont créés ex nihilo, qui sont aujourd'hui des géants de la tech, dont on parle peu. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et on est sur la bonne voie. Et je crois que le sujet de la licorne ou de la valorisation, c'est un indicateur. Mais l'indicateur, ça doit être les chiffres et le vrai développement des sociétés. Question perso ? Question perso. Quand tu regardes en arrière, est-ce que tu aurais refait tout pareil ? Oui, parce que je préfère regarder devant et de toute façon, en arrière, je peux plus rien faire. Donc, ce qui m'importe, c'est la suite et le présent. À quoi ressemble une journée type pour toi ou une semaine type ? T'as des... Il y en a pas vraiment. Alors, quand je suis à Chamonix, j'essaye de faire plus... ce que j'ai pas forcément le temps de faire quand je suis en déplacement ou à Paris, donc j'essaye de faire du sport, que ça soit aller faire du ski de fond, du ski de randonnée, du ski alpin, du VTT, sortir. Donc Chamonix et dès que je suis dans un coin de nature, je vais m'efforcer de faire ça. Tu peux monter sur le Mont Blanc ? Et j'ai pas fait le Mont Blanc encore. Pourquoi ? Non, parce que j'habite chemin de la Côte du Mont, donc tu vois, je suis sur le chemin du Mont Blanc, mais en fait, j'ai trop de copains guides qui m'ont dit c'est trop une bavante, en fait. Fais-le avec un autre guide, pas avec nous. Une bavante ? Qu'est-ce que c'est une bavante ? C'est vraiment intense. Ah oui. Intense, donc il faut être bien entraîné, puis ça devient dangereux surtout. Je crois que et tu vois, la haute montagne, autant quand je suis arrivée à Chamonix, j'étais fan de haute montagne, autant maintenant j'ai un regard un petit peu plus prudent, de par mes fonctions aussi, où au-delà du risque objectif de la montagne, tu te reprends tout le risque lié au permafrost, à la fonte de neige et autres, et l'environnement devient beaucoup plus aléatoire qu'il ne l'était il y a quelques années. Donc ça donne moins envie. Tu prends quand même le temps de vivre ? Tu peux te prendre une après-midi où tu bosses vraiment beaucoup ? Non, je prends beaucoup. Je suis une hédoniste, je t'ai dit. Hein. Donc non, je vis bien. Tu vis bien ? Le week-end, tu déconnectes ? Je déconnecte, je fais du sport, je suis en montagne, je suis au bord de mer, je suis avec des amis, de la famille, mais ça m'arrive très peu de travailler les week-ends. Je peux toujours, de toute façon, dans notre métier, on est toujours plus ou moins connecté, bien sûr, parce qu'il faut parfois réagir assez vite. Mais non, ça va. J'ai un rythme de vie, et de toute façon, c'est pas du travail, ça m'amuse. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer ? One Ragtime. C'est facile, celle-là. Ouais. Une autre ?
une autre. Une boîte Toi qui es geek, voilà. dans la génétique, 23andMe. Tu sais, toutes les sociétés d'analyse du DNA, et ça me passionne. Ça, c'est des sujets que j'adorerais faire. Et à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler? Ou être? Alors, ça peut être un entrepreneur, mais ça peut être quelqu'un qui est dans l'histoire, ou peu importe. Qui t'admire, en fait, ouais. Qui j'admire? Bonne question. Des explorateurs. Je me suis dit, Christophe Colomb, alors je ne sais pas si c'est un homme qui était très admirable, mais avoir cette capacité à partir comme ça, c'était incroyable. Donc ça, ça doit être quand même incroyable, parce que l'explorateur, on en a quand même. J'en ai un juste en ce moment qui est Bertrand Piccard sur le podcast, qui passe en ce moment. C'est un explorateur. Mais là, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire prendre le bateau, et c'est l'explorer, mais parce que nous, les explorateurs, ils vont explorer quelque chose plus ou moins, qu'ils vont cartographier. Il y a un truc. Là, c'est tu prends ton bateau, tu sais pas où tu vas, quoi. Ouais, mais tu dis, il fallait être complètement frappé à l'époque pour faire ça, et se dire que tu quittais tout pour aller explorer le monde et aller plus loin. Et ça me fascine. Donc, alors je sais pas si c'est Christophe Colomb, mais toute cette vague d'explorateurs et de héros à l'époque. Alors c'est marrant parce que on parlait d'espace tout à l'heure, mais j'allais te poser la question, la conquête de l'espace, moi, me fascine pas du tout. Ah oui. Tu vois, je suis beaucoup plus fascinée par la conquête des mers. Je me dis, c'est dommage qu'on n'ait plus de Cousteau. On n'a pas encore et qu'on se passionne pas beaucoup plus. Jean-Louis Etienne qui fait un truc qui est pas mal en ce moment là, qui est en train de faire une sorte de dôme qui va explorer l'Antarctique, etc. Il y a des choses qui sont faites, mais voilà, mais il sait où il va. Je veux dire, avec 3 satellites, tu sais où tu es, quoi. C'est pas pareil, quoi. Christophe Colomb, ce que je veux dire, c'est le bateau, il largue les amarres. Ah non, mais c'était énorme à l'époque de faire ça. Ouais. Donc l'exploration comme ça m'aurait fasciné. Quel est ton talent principal? Mon talent principal, c'est difficile à dire. De toujours bien dormir. En fait. T'es encore hédoniste? Ouais. Je pense qu'en fait, tu vois, je suis heureuse quand je suis dans un endroit, je suis heureuse quand je suis avec des personnes. Et dans la vie quotidienne, parce que ce qu'on fait, c'est quand même assez stressant, je le vis toujours bien. Voilà. Donc je pense que c'est bien dormir, pas être. Un peu à la Scarlett O'Hara, demain fera jour. C'est un peu ça, ouais. Je me dis qu'en fait, ça devrait bien se passer. Optimiste, donc. Probablement, ça c'est oui, probablement. De toute façon, si t'es entrepreneur sans être optimiste, je crois que ta vie, t'es beaucoup plus heureux en étant optimiste qu'en étant pessimiste. Qu'est-ce qui t'énerve? Je suis pas très patiente. Donc quand ça va pas assez vite, ça peut m'énerver. Capricieuse aussi? Capricieuse non, mais je sais ce que je veux. Est-ce que tu peux me donner 2-3 flashs ou des photos de ta vie professionnelle qui t'ont marqué, si tu devais faire ta vie en trois photos? Alors, ma vie en 3 photos... Ou en 3 petites vidéos. En 3 petites vidéos. Déjà, c'est finalement ces dernières années qui m'ont le plus marqué, parce que j'ai vécu des choses que je trouve incroyables, ou des rencontres incroyables, que si on m'avait dit que je les aurais faites quand j'étais étudiante en école de commerce, j'aurais pas cru. Tu vois, là, tu parlais de Jean-Marie. Jean-Marie, c'est un monstre sacré. La première fois que je l'ai rencontré, parce que j'ai osé dire que j'étais à New York et que s'il était là, ça me ferait très plaisir de le rencontrer, alors qu'en théorie, j'y avais pas accès. Voilà, il conseillait Orange, mais c'était le grand patron qui parlait à Jean-Marie Messier. Donc ça a été une rencontre incroyable. Je crois que c'était la tour Rockefeller, et de me retrouver dans un bureau avec Jean-Marie Messier. Tu vois, c'était incroyable. Donc tu as forcé le trait, tu as forcé le truc. Ah oui, complètement. J'ai osé. Tu te dis, c'est intéressant. Tu te dis, on sait jamais, ça pourra servir. Pas du tout.
C'est juste que j'avais envie de le rencontrer. En fait, c'était notre, enfin, je l'ai pas raconté, mais c'était notre banquier d'affaires sur Dailymotion. Ouais, je crois que tu Et il était, bien sûr qu'on interagissait avec lui. Tu l'avais déjà vu, en fait. Je l'avais pas forcément encore vu. Et par contre, j'intéressais beaucoup avec son collaborateur qui s'occupait de la mission. Et à un moment, j'ai dit à son collaborateur, tiens, je vais à New York. Je suis à New York, là. Ah, ça me ferait délirer de rencontrer Jean-Marie Messier. Je crois que je l'ai dit comme ça. Et Laurent m'a dit, bah, si tu veux, il est là, tu le rencontres cet après-midi. Et voilà. Et donc, ça, oui, j'ai forcé le trait. Récemment, ce qui, pareil, c'est un peu un flash. C'était complètement iconoclaste. Je me suis retrouvée, en fait, j'ai sympathisé avec l'ancien patron de Sony, Nobuyuki Hidei, qui a été patron de Sony pendant 20 ans, que c'est un monsieur à un âge très respectable aujourd'hui, qui est organisé il y a un an une session pour des entrepreneurs japonais pour leur montrer ce que c'est d'entreprendre. Et je me suis retrouvée à Tokyo avec des Japonais, bien sûr, des entrepreneurs, Nobuyuki Hidei. On a fait il y avait l'autre personne invitée par Nobuyuki, c'était Jerry Yang, le fondateur de Yahoo. Ah oui, et donc on était tous les deux à intervenir. Voilà, donc ça c'était un moment incroyable. Et puis il y a un autre moment qui m'a marqué, mais qui est aussi le fruit du hasard. Donc dans One Ragtime, j'ai en plus de Jean-Marie, j'ai aussi Philippe Bourguignon qui joue un rôle très fort depuis le début du projet à nous accompagner. Et puis par Philippe, par un concours de circonstances. L'ancien patron du Club Med, l'ancien patron de Euro Disney. Oui, et puis surtout depuis 15 ans, investisseur Venture aux côtés de Steve Case, qui était le fondateur de AOL, qui a fait Révolution Venture. Donc il investit dans la tech depuis 15 ans. Grand patron, grand monsieur, grand leader. Et par l'intermédiaire de Philippe, j'ai eu l'opportunité, alors sans qu'il me l'ait dit d'ailleurs, mais je pense que c'est bien par lui. Un jour, on m'a contacté, on m'a dit tiens, on cherche 5 personnes pour faire l'introduction de Michelle Obama à Paris, à l'Accor Arena, donc à Bercy. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur scène pour introduire Michelle Obama sur Becoming. Donc c'était incroyable puisque je suis intervenue à Bercy. Tu lui as parlé alors oui, et puis surtout, ce qui est fou, c'est elle est impressionnante de parler, ouais. Et puis c'est se retrouver, t'es sur la scène à Bercy, quoi, dans le noir, et t'as 20 000 personnes qui te regardent, et il faut dire la phrase que t'es censé avoir répétée. Et j'ai eu un grand moment de solitude quand la personne qui nous avait préparé m'a dit juste avant d'intervenir, mais au fait, si tu veux dire autre chose, tu peux. Non. Voilà. Donc ça, c'est des flashs professionnels que j'ai eu. Alors il y en a eu plein d'autres. C'est marrant parce que c'est 3 flashs. En général, les gens disent autre chose, disent plein de choses. Mais toi, c'est 3 rencontres en fait. Ah moi, c'est les rencontres qui me marquent. Ouais, c'est bien. Et c'est pareil. C'est des boosts. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est pareil avec tous nos entrepreneurs, toutes mes équipes. C'est ce qui me fait plaisir au quotidien. J'ai la chance de rencontrer des gens incroyables au quotidien. Incroyables par leur vie, hein. Pas parce que. Et là encore, je veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les expériences de vie, c'est les personnalités. Quel est le bouquin sur ta table de chevet ? Ou un bouquin que tu pourrais conseiller ? Alors, un livre que je pourrais conseiller en ce moment... alors, en ce moment, là, je lis un livre très business. Alors, en ce moment, je lis un livre qui est très business. Et en fait, c'est particulier puisque c'est une entrepreneuse qui me l'a offert. La semaine dernière, à Barcelone, j'ai rencontré une entrepreneuse assez étonnante. Elle m'a offert un livre en partant qui était de Hard Think About Hard Thing de Ben Horowitz, l'un des fondateurs de Andreessen Horowitz, qui raconte tout ce qu'on ne dit pas quand on est entrepreneur. Donc, et c'est amusant parce que c'est une entrepreneuse. Tu lis en anglais ? En anglais, c'est une entrepreneuse qui me l'a offert. Film ou série ? Alors, en fait, assez peu série, même très très peu. Plutôt film. Et je dois dire que je préfère prendre un livre plutôt que regarder un film. Donc en fait, quand j'ai du temps pour moi, c'est avec les amis, c'est dans la nature ou c'est avec un livre. Alors qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi ? Alors,
récemment, on a financé un projet, on accompagne un projet que je trouve vraiment porteur de sens avec une fondatrice, Emma Aziza, qui est hydrologue climatologue. Et quand je l'écoute, je la trouve passionnante parce qu'elle est au cœur de ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. Alors, côté communication. Donc Emma t'explique ce qui va se passer sur le climat et en même temps te déculpabilise sur ton action au quotidien, sur ce que tu peux faire. C'est elle qui, par exemple, quand je lui demandais qu'est-ce que je peux faire au quotidien, elle me dit le truc le plus important que tu peux faire, c'est consommer bio et local. Et en fait, essayer de visualiser quelle est l'empreinte en eau de ce que tu as dans ton assiette. Voilà. Donc j'ai retenu ça, et si tous tes auditeurs pouvaient retenir ça, peut-être qu'on ferait un petit pas pour la planète. Je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Stéphanie, quelle est ta combinaison ? Liberté et passion. En 2 mots. Et rencontre ? Et rencontre aussi, mais ça va avec la liberté et la passion. Écoute, j'ai beaucoup aimé notre entretien. J'ai adoré préparer cet épisode. Je t'ai dit tout à l'heure, je suis content parce que tu as simplifié quelque chose que j'avais un peu du mal au tout début. Puis franchement, j'ai adoré cet entretien et merci beaucoup. Eh ben, merci à toi et puis hâte de t'entendre pour les nouveaux épisodes. Ah, il y en a plein qui arrivent. Demain, ça va t'intéresser. Il sort demain. C'est sur un wiki sur la start-up. Mais tu sais déjà tout. Voilà. Oh non. À bientôt. Eh ben, merci à toi. À très vite. Ciao. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.